Il y a 252 millions d'années, la Terre maintenait des températures moyennes de 23 degrés Celsius avec des niveaux d'oxygène 30% plus élevés qu'aujourd'hui, mais en seulement 1000 ans, des volcans en Sibérie ont libéré 10 billions de tonnes de CO2 qui ont paradoxalement déclenché une glaciation couvrant 90% de la planète avec de la glace épaisse de 3 km, exterminant 96% de toute la vie marine et 70% des vertébrés terrestres dans l'événement connu sous le nom de Grande Mort du Permien. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Commençons. As-tu déjà imaginé à quoi ressemblait la Terre avant qu'une catastrophe mondiale ne vienne tout bouleverser, avant que la nuit glacée ne fasse basculer le destin de toutes les espèces vivantes? C'est difficile à croire, mais le monde d'alors était vraiment différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Si on revient environ 252 millions d'années en arrière, on plonge dans une ère appelée le Permien, une époque où la planète n'était pas du tout froide, loin de là. La température moyenne globale était d'environ 23 degrés Celsius, ce qui est quand même plusieurs degrés plus chaud qu'aujourd'hui. Cette chaleur persistante donnait à la Terre un visage tout autre, une vitalité étonnante des pôles à l'équateur, et les paysages étaient dominés par des forêts étendues, des marécages luxuriants et même de vastes déserts. À cette époque, les formes de vie qui prospéraient sur la planète vivaient dans des conditions presque idéales. L'atmosphère contenait bien plus d'oxygène qu'à présent, environ 30% de plus, ce qui facilitait la respiration des animaux terrestres et favorisait l'apparition de créatures aux tailles étonnantes. On pouvait trouver d'immenses insectes, des arthropodes géants, des amphibiens semblables à des crocodiles, des reptiles qui préfigurent nos mammifères, et même des premiers cousins lointains des dinosaures. En fait, cette abondance d'oxygène n'était pas seulement une aubaine pour la faune, elle boostait aussi la croissance des plantes, qui formaient des forêts denses et épaisses, couvrant d'immenses surfaces du supercontinent central. Parce que oui, à cette époque, il n'y avait pas plusieurs continents comme aujourd'hui. Presque toutes les terres émergées étaient réunies en un seul supercontinent, la célèbre Pangée. Imagine une terre sans océan Atlantique, une vaste étendue de terres reliées, entourée d'un unique superocéan. Cette organisation de la planète influençait directement le climat, la circulation des vents, les courants marins et l'alternance des saisons. Les zones centrales de la Pangée, très éloignées de la mer, subissaient des conditions extrêmes, avec des étés brûlants et des hivers plutôt secs, alors que les côtes jouissaient d'un climat bien plus doux grâce à l'humidité apportée par l'océan. Cette distribution inédite modelait aussi la biodiversité. Chaque zone du supercontinent offrait un terrain de jeu particulier pour que la vie évolue, se diversifie et occupe toutes les niches imaginables. Dans les mers, la vie était tout aussi foisonnante. Les océans peu profonds, les lagunes et les vastes récifs abritaient une énorme variété de créatures. Les premiers poissons osseux proliféraient, les trilobites y vivaient encore, bien qu'ils soient en déclin. Et surtout, on trouvait des brachiopodes, des ammonites, des coraux primitifs et une multitude de plancton à la base des chaînes alimentaires. L'extraordinaire productivité de ces habitats marins permettait à la vie de s'étendre dans tous les recoins mouillés de la planète. Les eaux étaient relativement chaudes, riches en nutriments, et plusieurs espèces colonisaient de nouvelles zones, évoluant au fil du temps. Le plancton, en particulier, jouait un rôle central dans l'équilibre du carbone planétaire, transformant le dioxyde de carbone dissous et participant activement à la régulation de l'atmosphère globale. Sur les terres émergées, la végétation était si dense qu'elle formait d'immenses forêts, couvrant des régions entières sur des milliers de kilomètres carrés. Beaucoup de ces forêts étaient composées de conifères primitifs, de fougères arborescentes, de prêles géantes et de grandes lycopodes. Ces plantes captaient le carbone atmosphérique et l'enterraient petit à petit dans le sol sous forme de tourbe et de charbon, un processus qui allait durer des millions d'années. Cette formidable pompe à carbone eut des conséquences gigantesques pour la régulation du climat et l'oxygénation de la planète. C'est aussi dans cette abondance végétale que les premiers tétrapodes terrestres commencèrent à explorer de nouvelles façons de vivre, certains devenant insectivores, d'autres herbivores ou carnivores, chaque groupe trouvant sa niche dans l'immensité de cette Pangée verdoyante. La stabilité climatique de cette époque tenait beaucoup au bon fonctionnement de tous ces équilibres entre plantes, animaux, océans et atmosphère. Le cycle du carbone était dominé par l'activité vivante. Les plantes absorbaient le dioxyde de carbone par la photosynthèse, les animaux respiraient et libéraient du CO2, et une fraction importante de la matière organique était progressivement stockée et enfouie sous forme de dépôts sédimentaires.
Les océans, en relais, jouaient aussi un rôle de régulateur, capturant et relâchant des gaz à effet de serre, mais sans jamais sortir de l'équilibre atteint après des dizaines de millions d'années de fonctionnement harmonieux. Les conditions pour la vie étaient donc exceptionnelles dans toutes les directions, du haut des forêts plates jusqu'aux profondeurs marines, dans une planète vivante, chaude et généreuse. Ce climat chaud et stable avait pourtant aussi ses revers. Les grandes zones désertiques du centre de la Pangée étaient soumises à des vents puissants, à des tempêtes de sable et à une sécheresse implacable pendant l'été. Mais même ces conditions extrêmes n'empêchaient pas la vie de s'adapter et de tirer profit du moindre ruisseau ou oasis pour se développer. Aux marges des continents, là où la mer rencontrait la terre, les vastes plaines inondables offraient une abondance incroyable de nourriture pour les grandes créatures herbivores et, par ricochet, pour leurs prédateurs. C'était un monde où les cycles naturels régulaient en permanence la répartition de la vie et où chaque changement saisonnier entraînait une explosion ou un ralentissement de l'activité organique. Pour te donner une image plus concrète, imagine une journée typique au Permien. Au lever du soleil, l'air est doux, lourd d'humidité. Sur la cime des grands arbres, des insectes géants sont déjà en mouvement, profitant de la fraîcheur matinale pour se nourrir. Des amphibiens allongés au bord d'une mare scrutent les alentours à la recherche d'insectes à croquer. Plus loin, un groupe de reptiles à la cuirasse épaisse s'aventure hors des sous-bois pour pâturer des pousses tendres. Les oiseaux n'existent pas encore, mais de petites créatures à poils, premiers ancêtres des mammifères, fouinent déjà discrètement à la recherche de nourriture, tandis qu'une brise chaude fait bruire les feuilles sous la lumière dorée. Au loin, des montagnes sombres dessinent la limite de la forêt, et le soleil, sans obstacle de nuages ni pollution moderne, chauffe lentement la terre jusqu'à la chaleur de midi. Pour les humains modernes, il est difficile d'imaginer un air aussi pur, saturé d'oxygène, où le souffle est facile et où la lumière du soleil n'est arrêtée par aucun smog. Cette abondance d'oxygène n'était pas sans conséquences. Elle favorise par exemple la multiplication des incendies de forêt. Le bois mort, dans cet environnement riche en oxygène, s'enflamme facilement lors des tempêtes, et ces feux participent au cycle naturel de renouvellement de la végétation. Malgré ces dangers, la stabilité attendue pendant presque toute la période permienne a permis à la vie de rêver en grand, d'explorer de nouvelles stratégies, de conquérir de nouveaux habitats partout sur la planète. On comprend alors pourquoi tant d'espèces ont pu coexister, depuis le minuscule insecte jusqu'aux premiers reptiles précurseurs de mammifères. Le vaste supercontinent favorisait aussi les migrations sur des milliers de kilomètres, ce qui permettait aux vivants de se réinventer sans cesse. Les chaînes alimentaires, très complexes, reliaient les racines jusqu'aux grands prédateurs, chaque maillon profitant de la stabilité du climat et de l'abondance des ressources. Mais derrière cette façade de prospérité, un certain nombre de phénomènes naturels coexistaient, déjà prêts à se déchaîner. Le manteau terrestre sous la Pangée était parcouru par des mouvements puissants, des remontées de magma, des poussées qui annonçaient de futurs bouleversements. Les équilibres climatiques, s'ils paraissaient stables à l'œil nu, dépendaient en fait de fragiles ajustements entre les émissions de gaz volcaniques, le stockage de carbone dans le sol et la capacité du vivant à maintenir la balance dans l'atmosphère et les océans. Si l'un de ces équilibres venait à être rompu, même temporairement, les conséquences pouvaient être mondiales. Malgré ces alertes invisibles sous la croûte terrestre, rien ne laissait vraiment présager, à l'échelle d'une vie d'animal ou de plante, que tout puisse basculer. La terre du Permien donnait l'apparence d'une machine bien huilée où les siècles, les millénaires, voyaient l'expansion continue de la biodiversité, la conquête de nouveaux territoires, la diversification de plus en plus rapide des groupes vivants. Pour toutes les espèces du Permien, il semblait normal que la vie puisse aller de l'avant, sans discontinuer, profitant d'une stabilité qui avait duré des dizaines de millions d'années. Les archives fossiles confirment ce tableau d'abondance et de diversité. On trouve des traces de vie partout, dans les profondeurs marines, sur les plages, dans les forêts fossilisées et même dans des strates de terre situées aujourd'hui à des altitudes impossibles. Ces indices révèlent des communautés d'animaux et de plantes spécialisées, parfois incroyablement adaptés à leurs environnements, avec des relations d'interdépendance dignes des plus grandes forêts tropicales modernes. Les lignées évolutives principales de la vie terrestre moderne apparaissent déjà durant cette période, dans un foisonnement que rien ne semblait pouvoir freiner. Dans la mémoire géologique, le Permien est donc gravé comme une époque d'équilibre, d'opulence biologique extraordinaire et d'une régularité quasi inédite dans l'histoire de la planète.
Tous ces équilibres, cependant, étaient à la merci de puissances invisibles. Au plus profond de la Terre, des chamboulements allaient finir par rompre cette harmonie fragile. Rien n'était jamais totalement acquis, surtout sur une planète en perpétuelle évolution. Si tu imagines un schéma temporel géologique, tu verras combien cette stabilité a permis l'accumulation lente mais certaine des grandes couches de charbon qui font aujourd'hui la richesse de certains pays modernes. Tous ces dépôts fossiles sont la mémoire gravée en pierre de la vie luxuriante du Permien, une époque où le climat chaud et régulier favorisait non seulement la production de biomasse, mais aussi sa préservation sur de très longues durées sous terre. Ce stock de carbone piégé était aussi porteur de ses propres dangers. À la moindre perturbation, il pouvait redevenir source de déséquilibre. Le climat permien, donc, représente l'un des points les plus fascinants de l'histoire de la Terre. Il nous rappelle que la planète peut, pendant de longues périodes, offrir un théâtre propice à la vie sous toutes ses formes, tant dans l'eau que sur Terre. C'est un rappel de la complexité, mais aussi de la vulnérabilité des grands cycles naturels qui régissent la respiration, la croissance, la mort et la renaissance du vivant. Aucun écosystème, aussi stable qu'il paraisse, n'est totalement à l'abri d'un bouleversement inattendu, qu'il vienne du ciel, des profondeurs marines ou du cœur de la Terre. L'un des aspects les plus frappants du Permien est justement cette diversité florissante rendue possible par des conditions climatiques exceptionnellement stables. Beaucoup d'êtres vivants avaient évolué spécifiquement pour profiter de ces températures constantes, de cette humidité relative et de la richesse des sols. Certains groupes, comme les reptiliomorphes et les synapsides, étaient déjà bien différenciés, posant les bases de ce qui deviendrait bientôt les premiers mammifères de la Terre. Dans les océans, les chaînes alimentaires étaient étroitement imbriquées autour de la productivité du plancton et des algues, des créatures discrètes qui, pourtant, allaient jouer un rôle central dans la suite de l'histoire. C'est peut-être le paradoxe le plus fascinant de l'époque permienne, une profusion de vie, de chaleur, de lumière, un climat qui encourageait la conquête de toutes les niches écologiques, mais aussi une grande dépendance à la stabilité de ces équilibres. Une perturbation massive, comme la montée soudaine de la température, la disparition du plancton, l'assombrissement de l'atmosphère ou la perte des forêts, pouvait ébranler tout le système d'un seul coup. En conclusion de ce voyage dans le passé, la Terre du Permien était une planète chaude, accueillante, source d'innovation biologique, où la vie semblait indestructible. Pourtant, sous cette surface idéale, les mécanismes mêmes qui avaient guidé l'évolution risquaient, au moindre faux pas, de précipiter la planète dans une catastrophe sans précédent. Cette nuit où le monde a gelé n'est donc que le revers inattendu d'un équilibre devenu trop fragile face aux vraies puissances géologiques de la Terre. Est-ce que tu savais qu'il y a très longtemps, la Terre a connu des éruptions volcaniques si énormes qu'elles ont changé le sort de toute la vie? Imagine une période où tout semblait relativement tranquille à la surface, alors que sous nos pieds allaient bouillonner des forces d'une puissance inouïe. Il y a environ 252 millions d'années, durant la toute fin de l'ère permienne, c'est exactement ce qui s'est passé dans une région qui correspond aujourd'hui à la Sibérie. À cette époque, la plupart des continents étaient rassemblés en un seul supercontinent gigantesque appelé la Pangée, et la majorité des terres émergées étaient donc regroupées autour de l'équateur ou des latitudes moyennes. Mais sous la surface, des poches gigantesques de magma commençaient à se former à cause de mouvements profonds du manteau terrestre. Ce phénomène n'est pas arrivé du jour au lendemain, ni même sur quelques dizaines d'années. C'est au contraire une série de méga-éruptions qui s'est étalée sur plusieurs centaines de milliers d'années, représentant une durée inconcevable à notre échelle humaine, mais qui, dans l'histoire de la planète, reste tout de même brutalement rapide. Les volcans impliqués n'étaient pas des cônes isolés comme ceux qu'on peut voir de nos jours, mais des fissures gigantesques d'où s'échappaient des coulées de lave absolument colossales. Cette région s'appelle aujourd'hui les trappes de Sibérie. Le terme « trappe » vient d'un mot suédois signifiant gradin ou escalier, à cause de la forme particulière du paysage que la lave a formé en refroidissant, des plateaux de roches volcaniques sombres superposés comme des marches. On estime que la région couverte par tous ces dépôts volcaniques équivaut à celle de l'Europe tout entière. Quand le magma remonte et déchire la croûte terrestre, il relâche dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz et de particules. Ce n'est pas juste du dioxyde de carbone ou du dioxyde de soufre, mais aussi du méthane, de la vapeur d'eau et toute une série de composants chimiques qui venaient bouleverser la composition de l'air.
Les scientifiques estiment qu'environ 10 000 milliards de tonnes de dioxyde de carbone ont été libérées à cette occasion, c'est-à-dire une quantité qu'aucun événement ultérieur, même les plus grands épisodes volcaniques, n'a réussi à égaler. Pour donner une idée, c'est bien plus que ce que les humains ont jamais pu libérer en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz depuis le début de la révolution industrielle, et ça s'est produit pendant seulement quelques centaines de milliers d'années. Lors de chaque phase d'effusion, le ciel s'assombrissait sous les panaches de cendres et les colonnes de fumée qui montaient à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Tout ce dioxyde de carbone relâché dans l'air n'était pas absorbé de suite. Il s'accumulait. Ce gaz à effet de serre a la capacité de retenir la chaleur dans l'atmosphère et de maintenir la planète à une température moyenne plus élevée. On peut le retrouver naturellement en faible quantité aujourd'hui, mais dans les conditions de l'époque, il a tout simplement saturé l'atmosphère, bouleversant l'équilibre qui existait jusque-là entre la Terre, son air, ses océans et la vie. Il faut se rappeler qu'avant ces éruptions, les plantes, les algues marines et même le plancton jouaient un rôle essentiel dans l'absorption de ce même gaz, participant à la régulation du cycle du carbone et permettant à la vie de prospérer. Les conséquences du relâchement massif de CO2 à l'échelle planétaire ne se sont pas fait attendre si l'on considère les temps géologiques. Le climat a commencé à devenir plus instable, avec des périodes de réchauffement et parfois des épisodes extrêmes de refroidissement. Les océans ont aussi souffert de cette transformation. En recevant autant de gaz échappés des profondeurs de la Terre, ils se sont acidifiés. La réaction entre le dioxyde de carbone dissous et l'eau de mer forme de l'acide carbonique, ce qui rend la vie difficile pour beaucoup d'organismes marins ayant besoin de carbonate pour construire leurs squelettes, coquilles ou arbres coralliens. En parallèle, une partie de la chaleur retenue dans l'atmosphère a commencé à s'accumuler sous forme d'énergie dans les couches superficielles des océans, modifiant en profondeur la manière dont les courants marins circulaient entre les pôles et l'équateur. Dans les terres proches des foyers d'éruption, les conséquences étaient encore plus spectaculaires. Les coulées de lave pouvaient enterrer et stériliser des régions entières, anéantissant toute vie sur leur passage. La poussière et les cendres produites par les explosions volcaniques se déposaient partout, réduisant la lumière du soleil atteignant le sol pendant des années, parfois des décennies. Des pluies acides tombaient sur des milliers de kilomètres à la ronde, détruisant massivement les forêts et réduisant la capacité de la végétation à absorber le dioxyde de carbone qui continuait à s'échapper. On peut facilement comprendre que la chaîne naturelle de capture du CO2 a été rompue, aggravant encore plus la crise. De nombreux scientifiques pensent que ce fut vraiment le point de bascule pour tout l'écosystème planétaire, tant sur Terre que dans la mer. La biodiversité, qui jusqu'alors prospérait dans un équilibre fragile grâce à la température, à l'oxygène et à la diversité végétale, a commencé à décliner inexorablement. Les éruptions continuelles ont produit, pendant des centaines de milliers d'années, de nouveaux lots de gaz à effet de serre, sans que la Terre puisse les absorber ou les neutraliser assez rapidement. Les espèces animales et végétales ont dû affronter non seulement un climat de plus en plus imprévisible, mais aussi une détérioration rapide des sols et des eaux. Au-delà du CO2, il y a aussi l'apparition d'autres substances dangereuses lors de ce genre de catastrophe. On parle de sulfures qui peuvent s'oxyder et former du dioxyde de soufre, contribuant aux fameuses pluies acides. De méthane, un autre gaz à effet de serre encore plus puissant par tonne que le dioxyde de carbone, ou encore de particules fines et de cendres qui s'accumulent dans l'atmosphère et assombrissent le ciel sur de longues périodes. L'effet combiné de ces émissions est de bouleverser l'ensemble des boucles de régulation naturelles qui rendaient le climat vivable pour la faune et la flore de l'époque. On peut aussi évoquer l'idée que toute cette activité volcanique ne s'est pas contentée de relâcher des gaz et de la chaleur. À force de recouvrir les anciennes terres de coulées de lave, les trappes de Sibérie ont créé de nouveaux paysages, des sols nus sur des milliers de kilomètres, empêchant toute végétation de repousser pendant très longtemps. La lave refroidie reprenait place dans le grand cycle géologique, mais au détriment de la fertilité. Il ne s'agissait pas de terres volcaniques comme celles qui, après quelques années, donnent parfois des sols riches, mais bien d'une surface morte, saturée de minéraux instables et parfois toxiques pour la majorité des espèces de l'époque. Le spectacle vu du ciel aurait été dantesque.
de gigantesques colonnes de fumée noire, visibles sur des centaines de kilomètres, des coulées de lave rougeoyantes envahissant l'horizon, des explosions qui font vibrer la Terre et une nuit qui tombe en plein jour pendant que la poussière s'accumule. Au niveau de la biosphère, la concentration d'oxygène dans l'air commençait aussi à baisser, à mesure que les forêts brûlaient ou mouraient, ou que les zones de plancton se réduisaient dans les mers, la production globale d'oxygène chutait, compliquant la vie pour tous les êtres vivants. Une fois le CO2 accumulé dans l'atmosphère, les conséquences sur le climat global prenaient des proportions inédites. On ne peut pas séparer la question du réchauffement de celle de la circulation atmosphérique, car l'effet de serre ne se répartit pas pareil partout. Certaines régions recevaient plus de chaleur, d'autres moins, créant des phénomènes extrêmes comme des tempêtes inédites, des sécheresses prolongées ou des épisodes froids là où il faisait auparavant doux. En mettant tout ce carbone en circulation rapide, la Terre s'est trouvée plongée dans un déséquilibre qui allait durer des millions d'années et qui ne laissait aucun répit aux espèces qui survivaient encore. Dans les couches géologiques actuelles de la Sibérie, on retrouve la trace de ce cataclysme. Les strates de basalte empilées témoignent des coulées successives, des minéraux particuliers révèlent la présence de gaz anciens et des couches cendreuses montrent que les éruptions ont été assez puissantes pour marquer toutes les archives du temps. Même dans le reste du monde, on trouve parfois des cendres sibériennes enfouies dans des sédiments marins ou continentaux datant exactement de la période où la vie a vacillé. Certains chercheurs tentent depuis des années d'estimer la rapidité à laquelle se sont succédées ces phases d'activité volcanique. Les relevés sur les isotopes du carbone dans les roches montrent des variations brusques, des pics qui confirment une injection de gaz quasiment instantanée à l'échelle géologique. Les morceaux de plantes fossilisées trouvés sous ou dans la lave ou les traces de bois brûlés sont autant d'indices qui racontent que ces éruptions n'ont laissé pratiquement aucune chance à la vie locale de se reconstituer entre chaque épisode violent. Il y a aussi une conséquence rarement évoquée, mais non négligeable, de ces éruptions sur la chimie même de la planète. Certains minéraux présents dans les anciens sols carbonifères de la Sibérie ont été chauffés ou même cuits sous la lave, relâchant d'autres gaz nocifs comme le méthane emprisonné dans la matière organique ou le chlore issu de la dégradation de certains sels. Ce relâchement a joué le rôle d'amplificateur, ajoutant une nouvelle dimension à la crise globale. Si tu te demandes pourquoi les volcans sibériens sont souvent considérés comme le principal déclencheur de l'une des plus grandes extinctions de masse, c'est justement à cause de cet enchaînement unique, une activité volcanique massive, longue, sur une surface incroyable, avec l'émission de dizaines de gaz différents, ayant chacun des effets particuliers sur le climat, la chimie de l'air, de l'eau et la vie. Ce n'est pas tant la lave, impressionnante mais limitée géographiquement, qui a tué la vie, mais bien le cocktail explosif des gaz et des poussières répandus partout dans l'atmosphère. En résumé, sur plusieurs centaines de milliers d'années, la Sibérie est devenue comme le centre d'une usine à gaz planétaire, inondant la Terre de dioxyde de carbone et d'autres composés. Cela a transformé radicalement l'air, l'eau, les terres, mettant à l'épreuve chaque branche du vivant, des éponges de mer jusqu'aux plantes les plus robustes, en passant par les premiers reptiles et mammifères. L'ampleur du phénomène dépasse tout ce que l'on peut observer aujourd'hui à l'échelle humaine. Les traces laissées dans le paysage, dans les couches de roches ou dans les anomalies chimiques du sol montrent bien que ce fut un basculement sans retour pour l'ancienne Pangée et pour toutes les formes de vie anciennes. Il faut ajouter que ce gigantesque déversement de gaz dans l'atmosphère n'a pas eu d'effet isolé localement, mais a rapidement agi sur toute la planète. Comme tous les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone se diffuse relativement vite à l'échelle du globe, touchant aussi bien les zones polaires que l'équateur. Les éruptions massives pouvaient être ressenties indirectement par des changements de température de l'air et de l'eau, un cycle perturbé des saisons, des précipitations devenues imprévisibles et des phénomènes climatiques extrêmes. En déstabilisant la mécanique climatique globale, ce relâchement massif de CO2 a été plus dévastateur pour le climat que les impacts locaux de la lave. En lien avec la perturbation du cycle du carbone, la disparition des grandes forêts et la mort accélérée du plancton dans les océans n'ont fait qu'aggraver la situation. Le système, qui auparavant gardait sous contrôle la quantité de dioxyde de carbone en absorbant une bonne part du gaz, a été totalement débordé par l'avalanche de gaz sortie du manteau terrestre. En quelques centaines de milliers d'années, la Terre est donc passée d'un univers relativement stable à un monde plongé dans une crise profonde et prolongée.
Les conséquences de toutes ces émissions ne se sont pas limitées au climat ou à la destruction de la faune et de la flore. Les océans ont connu une acidification rapide, mettant en difficulté les organismes qui fabriquent du calcaire, comme les coraux ou certaines familles de mollusques. Sur Terre, la chute de la fertilité des sols du fait des couches de cendres, du manque de lumière et de la pollution acide a rendu la vie presque impossible pour de nombreux végétaux. Les conditions étaient réunies pour voir fondre à vue d'œil la diversité animale, d'autant que la raréfaction de la nourriture se répercutait immédiatement dans les chaînes alimentaires, du plus petit au plus grand. Au fil du temps, le déversement massif de gaz, la poussière volcanique, les pluies acides et l'acidification des mers se sont conjugués pour installer un cercle vicieux. La disparition progressive de nombreux groupes d'animaux et de plantes a encore accéléré la montée du dioxyde de carbone, car il n'y avait plus assez de vie pour fixer le gaz. Plus il y avait de gaz à effet de serre en l'air, plus le climat s'emballait, et moins il y avait de biosphère pour agir comme régulateur. Ce piège climatique s'est refermé sur quasi tout ce qui vivait, sur une Terre qui devenait chaque année un peu moins hospitalière. Les éruptions volcaniques sibériennes ont donc été, de toutes les catastrophes naturelles recensées par l'histoire terrestre, l'une des plus radicales par la quantité de matière relâchée et l'effet domino sur tous les milieux de vie. Cela a été un moment où la géologie a pris le dessus sur la biologie, dictant de nouvelles règles difficiles et obligeant tous les organismes à s'adapter ou disparaître. La crise est gravée dans les roches du monde entier, et bien qu'on n'ait pas tout compris des moindres détails, toutes les recherches pointent vers ces torrents de lave et ces quantités phénoménales de gaz échappés des entrailles de la Terre. Te rendre compte de l'importance de ces éruptions, c'est comprendre à quel point la planète peut basculer rapidement quand ses mécanismes naturels sont perturbés massivement. Les trappes de Sibérie, par leur taille, leur durée et leurs conséquences, illustrent jusqu'où peuvent aller les effets de la géologie sur l'ensemble de la biosphère. Ils montrent que le climat, la chimie de l'air et la diversité de la vie sont étroitement liés aux forces profondes cachées sous nos pieds, même si tout semble stable à la surface. Ce bouleversement volcanique a donc été la première étape décisive d'une réaction en chaîne dont la planète a mis des millions d'années à se remettre. Rien qu'en observant les traces laissées dans la roche sibérienne, on peut lire comme dans un livre toutes les étapes de cette crise. Les coulées de lave géantes, les couches de cendres, les dépôts chimiques correspondant aux grandes phases d'émission de gaz et la disparition progressive de la vie dans les sédiments plus récents. Les éruptions volcaniques de la Sibérie ont été le détonateur de la plus grande catastrophe biologique que la Terre ait jamais connue. Ces immenses éruptions en Sibérie avaient donc jeté dans l'air des quantités gigantesques de dioxyde de carbone, de soufre et de particules, bouleversant tout l'équilibre de la planète. Mais ce qui paraît étrange, c'est que le monde n'a pas tout de suite basculé dans une fournaise, malgré cette déferlante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Contrairement aux attentes, un phénomène bien plus complexe s'est mis en place. C'est là que le mécanisme climatique prend une tournure inhabituelle et franchement paradoxale. Sur le papier, tout laisse croire que la libération en masse de gaz à effet de serre devrait faire grimper directement la température globale. Pourtant, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé au début. Les énormes quantités de cendres et d'aérosols volcaniques qui accompagnaient les éruptions sibériennes ont formé une sorte de voile dans l'atmosphère. Ce voile de particules réduisait la quantité de lumière solaire qui parvenait jusqu'au sol, provoquant une baisse rapide de la température à la surface, malgré l'augmentation du CO2. C'est ce que certains scientifiques appellent un hiver volcanique. Une expression qui veut simplement dire que la poussière et la cendre suspendues bloquent le soleil comme un gigantesque écran nuageux. Au lieu d'un simple réchauffement, la planète a donc connu une période de refroidissement intense. Les températures sont tombées bien en dessous de la normale à certains moments, les hivers sont devenus beaucoup plus rigoureux et même les zones proches de l'équateur ont pu ressentir ce refroidissement. Les océans, eux aussi, ont été affectés. En recevant moins d'énergie lumineuse, leur surface s'est mise à refroidir, ce qui a changé drastiquement la circulation des eaux, bouleversé la météo et modifié la manière dont la chaleur était redistribuée sur toute la Terre. Ce changement soudain s'est propagé comme une onde de choc. La glace a commencé à se former sur des zones bien plus étendues que d'habitude, en particulier au pôle, mais aussi parfois dans des régions inhabituellement tempérées. Les précipitations sont devenues irrégulières, souvent sous forme de neige ou de glace, et certaines régions se sont retrouvées complètement ensevelies sous des couches épaisses de neige, jamais fondues, même en été. Cela a accentué l'effet de refroidissement. Plus la surface était recouverte de glace ou de neige, plus la lumière du soleil était renvoyée dans l'espace, empêchant la planète de se réchauffer à nouveau. Les scientifiques appellent ça l'albédo,
c'est-à-dire la capacité de la surface à réfléchir la lumière. Plus l'albédo est élevé, plus la surface reste froide. En parallèle, la vie dans les océans a aussi été prise dans un engrenage difficile à casser. La lumière, filtrée par la poussière volcanique, parvenait mal aux couches supérieures de l'eau où le plancton réalisait la photosynthèse. Le plancton marin, qui était un des principaux puits de carbone naturel, a vu sa population s'effondrer. Cela a déclenché une réaction en chaîne problématique. Moins de plancton signifie moins de CO2 absorbé, ce qui laissait dans l'air une proportion toujours plus grande de gaz à effet de serre. Le dioxyde de carbone continuait donc de s'accumuler, mais à court terme, c'est surtout le manque de lumière et la chute de la photosynthèse qui ont affaibli tous les écosystèmes marins. Pire encore, ce processus de chute du plancton a favorisé d'autres déséquilibres chimiques dans les océans. Sans photosynthèse, il n'y avait plus assez d'oxygène libéré dans l'eau, ce qui a provoqué de larges zones mortes où très peu d'organismes pouvaient survivre. Cette anoxie, c'est-à-dire le manque total d'oxygène dans l'eau, a amplifié l'effondrement de toute la vie marine. Au lieu de se réchauffer directement et lentement avec la montée du CO2, la planète est d'abord passée par une sorte de coupure brutale. Les nuages de cendres bloquaient le soleil, les températures chutaient, la vie marine s'asphyxiait et la surface terrestre s'engluait dans une nuit partielle et glacée. Les forêts, déjà fragilisées par la pollution acide, les changements d'humidité et la baisse de lumière, ne parvenaient plus à jouer leur rôle. Quand les immenses incendies provoqués par la chaleur initiale des éruptions avaient dévasté des régions entières, la végétation avait perdu sa capacité à capter et stocker le CO2. Une grande partie du cycle du carbone naturel a donc cessé de fonctionner normalement, ne laissant plus que le stock de gaz dans l'air, sans puits efficace pour l'absorber. À mesure que les forêts disparaissaient, l'oxygène atmosphérique chutait, accentuant les difficultés pour la faune terrestre de respirer et de survivre dans un climat devenu hyper instable. À cette époque, le mélange de cendres volcaniques, d'aérosols soufrés et de gaz à effet de serre a perturbé globalement la chimie de toute l'atmosphère. Les nuances d'acidité dans les pluies et la qualité de l'air changeaient littéralement la surface de la Terre. Le fait que la lumière solaire ne puisse plus parvenir normalement au sol installait un climat de pénombre et de froid qui n'avait rien à voir avec les hivers connus auparavant. La planète entrait dans une sorte de phase de glaciation éclair, d'un genre très différent des grandes glaciations lentes du passé, car ici le phénomène était déclenché par des facteurs volcaniques et atmosphériques d'un seul coup. L'effet conjugué de la réduction de lumière, de la chute des températures et de la mort des principaux capteurs naturels de CO2 a piégé la Terre dans une sorte de spirale climatique. Même quand les éruptions ont ralenti, le système n'a pas pu retrouver son équilibre. La glace s'était installée, l'albédo était au plus haut, la vie végétale et marine stagnait à des niveaux très bas. Le climat ne pouvait donc pas redémarrer le cycle habituel qui permettait à la planète de se réchauffer au rythme de la montée du CO2. Cette glaciation paradoxale a duré bien plus longtemps qu'un simple hiver volcanique, car elle était entretenue par la disparition de la vie capable de réguler le climat. Dans les océans, la baisse de la température et le manque de lumière ont aussi changé la façon dont les couches d'eau se mélangeaient. Au lieu d'avoir des échanges constants entre la surface et les profondeurs, favorisant la circulation des nutriments et l'oxygénation de toute la colonne d'eau, la stratification est devenue plus marquée. C'est comme si l'océan s'était figé en plusieurs couches qui ne se mélangent plus aussi bien. Les couches profondes, privées d'oxygène, ont vu proliférer des bactéries différentes, parfois productrices de gaz toxiques. Ces changements, même microscopiques, ont encore amplifié la crise, en rendant l'environnement hostile pour la majorité des espèces, même loin des volcans ou des zones de glace. Ce qui rend la crise permienne particulièrement déroutante, c'est ce mélange d'effets contraires et la rapidité avec laquelle ils se sont propagés sur toute la planète. L'enchaînement des phénomènes n'a laissé aucune échappatoire aux écosystèmes. D'abord le choc direct des éruptions, puis l'obscurcissement de l'atmosphère, ensuite la glaciation soudaine, le blocage de la photosynthèse, la chute de l'oxygène dans l'eau et l'air, la disparition de la capacité naturelle à recycler le CO2 et, finalement, la suraccumulation de ce gaz à effet de serre sans puits de rééquilibrage. Ce n'est pas le type de réchauffement qu'on constate aujourd'hui qui s'est produit immédiatement, mais bien une sorte d'étouffement climatique où la lumière manquait, la glace gagnait du terrain et la vie diminuait tous les jours. Pendant que la glaciation s'installait, les paysages se métamorphosaient à grande vitesse. Là où il y avait des forêts denses, on ne retrouvait plus que des troncs morts et des sols gelés. Même dans les plaines autrefois luxuriantes, la végétation n'arrivait plus à repousser, piégée par le manque de chaleur et de lumière.
Les rivières avaient du mal à couler sous la glace et le cycle de l'eau ralentissait. Les animaux restants, privés de nourriture et de refuges adaptés, peinaient à survivre. La disparition rapide de la couverture végétale a aussi entraîné une érosion intense. Le sol, plus protégé, était lessivé dès qu'il y avait un dégel ou une pluie, aggravant la dégradation des milieux naturels. Du côté des pôles, la situation devenait presque extrême. Les calottes glaciaires, qui jusque-là restaient contenues, se sont mises à s'étendre sur des milliers de kilomètres, repoussant toutes les limites connues du froid. Certaines simulations basées sur les dépôts géologiques indiquent que la glace a pu recouvrir des zones jusqu'à l'équateur sur de courtes périodes. Même si quelques régions équatoriales pouvaient encore échapper à la glace épaisse, les conditions étaient si rudes et les ressources si limitées qu'aucune espèce n'a vraiment pu échapper à la crise générale. Cette glaciation globale, alimentée par le désordre atmosphérique, a fait chuter la température à un niveau jamais connu dans cette période chaude de la Terre. Les épisodes de neige et de verglas succédaient au printemps froid et humide, sans que le cycle des saisons puisse permettre la reprise de la végétation ni la renaissance du plancton marin. À chaque fois qu'une population tentait de se relever, le manque de lumière, le froid ou l'acidité des sols et des eaux la ramenaient à la limite de l'extinction. Plus le système restait bloqué, plus il devenait difficile de retrouver un équilibre, même partiellement. Il est important de souligner que cette période paradoxale n'a pas duré quelques années ou décennies, mais des centaines de milliers d'années à l'échelle globale. L'enfer du froid, de la noirceur et du manque de vie était prolongé par le fait que l'atmosphère restait saturée de particules pendant tout ce temps. Il n'y avait tout simplement pas encore assez de mécanismes naturels en place pour nettoyer l'air aussi efficacement qu'après une éruption ordinaire. Les volcans n'avaient pas seulement produit une crise soudaine, ils avaient relancé une chaîne de bouleversements qui, chacun à leur rythme, contribuaient à prolonger la crise sur des millénaires. Avec le temps, alors que les éruptions sibériennes perdaient en intensité et relâchaient moins de cendres, le dioxyde de carbone accumulé dans l'atmosphère a commencé alors à exercer plus efficacement son effet de serre. Mais le mal était fait, la biosphère restait fragile, la glace empêchait un redémarrage rapide du cycle climatique normal. Lorsque la chaleur est finalement revenue, elle a apporté de nouveaux problèmes, mais la planète avait déjà basculé dans une extinction massive. Le paradoxe, c'est qu'on associe massivement le CO2 au réchauffement, mais dans le cas très particulier de la fin du Permien, la première conséquence a été un froid généralisé, étroitement lié à la poussière et à l'arrêt de la vie photosynthétique. Pour résumer cette chaîne d'événements hors normes, on peut dire que les bouleversements du climat ont d'abord eu l'effet complètement opposé aux attentes. Au lieu d'un réchauffement immédiat, la planète a été prise dans un engrenage de refroidissement provoqué par l'opacité de l'air. Le système entier reposait sur la capacité de la lumière à atteindre la surface et de la vie à rester active. Plus rien de tout cela n'a été possible pendant un temps long. Avec la panne de la pompe à carbone naturelle, aucun retour à la normale n'était possible. La planète est restée bloquée de longues périodes dans une glaciation étrange qui n'aurait jamais vu le jour sans ce cocktail inédit d'éruptions volcaniques, de poussière et de disparition du vivant. Après cette longue période de refroidissement extrême, la surface de la planète a changé d'aspect de façon spectaculaire. Là où il y avait autrefois des forêts luxuriantes, des rivières vivantes et des mers riches en vie, c'est une terre ensevelie sous la glace qui s'est imposée, modifiant profondément la géographie du monde. Des centaines de millions de kilomètres carrés ont été recouverts par une couche de glace épaisse, et cette modification n'a pas été uniforme. Au fur et à mesure que la glaciation s'est installée à cause du manque de lumière et du déséquilibre général du climat, même les montagnes les plus hautes sont devenues comme des îles perdues au milieu de l'immensité glacée, parfois submergées par plusieurs kilomètres de glace solide. Les régions polaires se sont transformées en énormes champs de glace qui avançaient lentement vers les latitudes moyennes, engloutissant tout sur leur passage. Ce phénomène ne s'est pas produit seulement dans une direction. À bien des endroits du globe, la glace a littéralement débordé au-delà des polarités, franchissant les cercles arctiques et antarctiques pour pénétrer bien plus loin dans les terres. Des plaines autrefois tempérées ont été prises dans cette masse blanche et les chaînes de montagnes ont été recouvertes par d'épaisses calottes, souvent de plusieurs kilomètres d'épaisseur.
Même certaines zones de la Pangée, ce supercontinent central, n'ont pas échappé à ce changement brutal. La glace a fini par couvrir les plateaux, les hauts plateaux, les régions anciennes de collines, jusqu'à en faire disparaître la structure originelle. Dans ces zones gelées, la température chutait de façon extrême pendant les périodes de froid maximal, atteignant parfois des niveaux comparables aux nuits les plus froides de l'Antarctique moderne. Bien sûr, la planète n'était pas uniformément glacée. Quelques régions proches de l'équateur ont résisté à la glaciation complète. Sur cette bande équatoriale, à cause de l'angle d'ensoleillement, il restait des zones partiellement libres de glace. Cela ne veut pas dire que la vie y était facile. Même là, les conditions étaient extrêmes, avec très peu de végétation, des sols gelés ou simplement stériles, ravagés par des températures très basses pour l'époque. Ces poches de survie étaient en fait minuscules en comparaison avec la taille totale du monde gelé. Les espèces qui arrivaient à subsister dans ces refuges devaient s'adapter à un climat sans précédent, à la fois très froid, sec et pauvre en ressources. Dans d'autres régions, l'arrivée de la glace a formé de véritables barrières infranchissables entre les populations animales et végétales, isolant totalement ce qu'il restait de vivant et empêchant tout échange génétique ou migration significative. Dans les océans, les effets géographiques de la glaciation ont été bouleversants sur tous les plans. Les banquises, c'est-à-dire les plaques de glace flottant à la surface de la mer, se sont étendues à des endroits où elles n'auraient jamais existé en temps normal. Dans certaines mers peu profondes du bord de la Pangée, la glace se formait en automne et ne fondait plus du tout pendant les étés successifs, épaississant au fil des années et isolant totalement l'eau sous-jacente de l'air. La circulation des courants océaniques, largement dépendante du cycle gel-dégel et du brassage thermique, a été fortement ralentie ou même arrêtée à certains endroits, modifiant durablement la façon dont la chaleur se répartissait sur toute la planète. Quand la surface de la mer se fige sous des kilomètres de glace, il ne se passe plus grand-chose pour les courants. Habituellement, la différence de température entre pôle et équateur fait que les eaux froides et les eaux chaudes circulent, permettant à la chaleur d'être redistribuée autour du globe. Mais tout ce système est bloqué quand la mer se transforme en nappe solide sur des milliers de kilomètres, transformant les océans en réservoirs froids et inertes. Même les grands estuaires, qui autrefois déversaient dans l'océan de l'eau douce, des nutriments et laissaient circuler la vie entre terre et mer, ont été pris dans cette gangue de froid, empêchant quasiment toute migration aquatique. La conséquence de tout cela ne s'est pas limitée à la seule disparition du paysage connu à l'époque. Le relief a été modifié. Sous le poids de la glace, certaines terres se sont enfoncées, un phénomène que l'on appelle l'isostasie. Là où la glace fondait, elle laissait derrière elle un sol craqué, plein de ravines, peu propice à la repousse de la végétation. Là où la glace était longtemps présente, d'anciennes vallées ou collines disparaissaient simplement, écrasées et rabotées par le déplacement lent de ces masses denses. Des fleuves entiers pouvaient changer de cours ou être détournés, piégés par des digues naturelles formées par la glace ou la neige accumulée au fil des siècles. Sur les continents, la couche de glace, qui pouvait atteindre jusqu'à 3 km par endroit, a verrouillé les paysages pour des millénaires. C'est une situation très différente des glaciations classiques, parce que l'ampleur du phénomène et la rapidité de son installation ont surpris la majorité de la biosphère. Parfois, même les plus grandes chaînes de montagnes, telles que celles situées au cœur de la Pangée, ont été enterrées complètement sous la glace, si bien qu'elles ont disparu du paysage pendant toute la durée de la crise. Cela a posé d'énormes difficultés pour les espèces qui vivaient en altitude ou qui utilisaient ces hauts plateaux pour migrer, chercher de la nourriture ou trouver refuge. Ce grand basculement a aussi modifié la façon dont l'eau circulait à la surface de la Terre. La majeure partie de l'eau douce était piégée sous forme de glace, ce qui a considérablement fait baisser le niveau des mers. Là où il y avait autrefois des rivages, on découvrait de nouveaux territoires émergeant lentement, souvent inhospitaliers et couverts de dépôts glaciaires. En même temps, certains anciens lacs ont totalement disparu, asséchés sous le poids du gel, et d'autres se sont formés à cause de la fonte lente en surface ou de l'accumulation d'eau dans les vallées bloquées par les glaces. Ce processus a réécrit la carte hydrologique de la planète de manière très profonde. Il ne faut pas non plus négliger l'effet de la glaciation sur les climats locaux. Même dans les régions qui n'étaient pas sous la glace en permanence, la présence de ces masses blanches géantes influençait le vent, l'humidité et toutes les précipitations. Les courants d'air étaient déviés, ralentis ou accélérés selon l'endroit, avec des conséquences directes sur la présence ou l'absence de pluie et de neige. Cela veut dire aussi que les déserts pouvaient devenir plus secs encore, isolés par des montagnes de glace, tandis que certaines régions tempérées passaient brusquement dans un climat polaire ou subpolaire.
La végétation, privée de ses repères habituels, a alors changé radicalement ou carrément disparu là où le froid et la sécheresse étaient trop intenses. Il est fascinant de voir à quel point les traces physiques de cette glaciation sont encore visibles dans la géologie moderne. Les stries laissées par les glaciers sur les roches, les dépôts de moraines, ces amas de pierres et de boue transportés par la glace, les vallées en U creusées par les langues glaciaires. Tout cela constitue aujourd'hui la preuve silencieuse des bouleversements d'alors. On retrouve aussi, dans de nombreux bassins sédimentaires, des couches de dépôts glaciaires superposées à celles plus anciennes, montrant que la Terre elle-même a porté les cicatrices de cette nuit glaciale pendant des millions d'années après la catastrophe. Un des aspects les plus stupéfiants de cette transformation est le fait que, même après la décrue de la glaciation, certaines zones ont gardé ce nouveau visage pour plusieurs millions d'années. Les régions qui avaient été sous 3 km de glace ne sont pas redevenues fertiles du jour au lendemain. Il a fallu attendre que le climat se réchauffe graduellement, que la végétation revienne lentement et que les sols soient reconstitués à force d'érosion, de dépôts de poussière et de matières organiques. Ce lent retour à la normale a été freiné par le fait que la majorité des espèces ayant disparu, les réseaux écologiques étaient presque intégralement à reconstruire. Dans ce contexte, la topographie mondiale a basculé. D'anciens continents autrefois couverts de forêts ou de prairies se sont transformés en toundra glacée, puis en steppes arides, selon la rapidité de la fonte et le retour de la vie. Parfois, la fonte rapide de la glace provoquait des crues massives, inondant tout d'un coup de vastes plaines et apportant dans les vallées des matériaux transportés sur des milliers de kilomètres. D'autres fois, la glace fondait si lentement que le paysage restait figé, stérile, impropre à toute forme de colonisation rapide par la flore ou la faune. La glaciation permienne n'a pas été qu'un épisode spectaculaire d'un point de vue du paysage. Elle a aussi complètement bouleversé la géographie vivante. Les barrières de glace qui coupaient les terres et les mers ont mis fin à la migration normale des espèces. Ce qui restait de la biodiversité terrestre ou aquatique s'est retrouvé isolé, incapable de se déplacer ou de s'adapter assez vite aux changements. Les espèces les plus mobiles ou capables de survivre dans des conditions extrêmes pouvaient, dans de rares cas, franchir ces barrières. Mais pour la majorité des organismes, le piège glacé signifiait la fin de leur lignée. Ainsi, la répartition des survivants se concentrait dans de petites zones abritées, souvent autour de l'équateur ou sur quelques îles restées à l'écart de la plus grande épaisseur de glace. Du point de vue géographique, la carte du monde n'avait donc plus rien à voir avec celle connue avant la catastrophe. Là où il y avait de vastes océans, la surface était figée sous des kilomètres de glace ou morcelée en poches d'eau liquide coincées entre des banquises. Là où il y avait des déserts chauds ou des forêts épaisses, on trouvait désormais un monde plat, uniforme, blanc et silencieux, brisé seulement par quelques sommets rocheux émergeant à peine de la calotte étendue. Ce nouvel ordre imposait ses propres lois. Seules les espèces et les écosystèmes capables de résister à de longues périodes de froid, d'obscurité et de pénurie pouvaient espérer subsister. Il est également intéressant de noter comment cette grande glaciation a eu une influence sur la chimie des milieux naturels. Sous la glace, l'absence de circulation d'eau et de lumière stoppait presque toutes les réactions habituelles qui permettent la vie. La décomposition des restes organiques était ralentie au maximum, les cycles biologiques se figeaient et tout ce qui avait besoin d'oxygène était en grande difficulté. L'eau des mers gelées ne pouvait plus échanger ses gaz avec l'atmosphère, aggravant le manque d'oxygène et favorisant la stagnation des composés minéraux et organiques. Même la distribution des nutriments essentiels, comme le fer ou le phosphore, a été bouleversée, avec des conséquences directes sur la capacité des océans et des sols à accueillir de nouveaux êtres vivants lors de la reprise future. Cette modification profonde de la topographie et de la géographie mondiale n'a laissé aucun continent ni aucun océan indemne. Les archives fossiles montrent qu'après cet épisode de glaciation, beaucoup de zones autrefois prospères étaient devenues inhabitables. Il n'y avait plus de forêts, plus de grandes rivières, ni de deltas fertilisés. Les anciens reliefs portaient toutes les traces du passage de la glace. Moraines, cirques glaciaires, grandes nappes dénudées qui mettaient à nu la roche-mère. Ce n'est qu'au bout de très longues périodes, parfois des millions d'années, que la biodiversité a commencé à recoloniser tout doucement la surface de la planète. Les conséquences géographiques de la glaciation permienne montrent à quel point la nature a subi des transformations extrêmes et durables. Le déplacement de la glace a creusé de nouveaux lits de rivières, arraché d'anciens massifs montagneux, aplani des collines et nettoyé des vallées. Quand les glaciers ont enfin reculé, ils ont laissé derrière eux des lacs glaciaires, des plaines de débris et une terre méconnaissable pour tout ce qui avait existé avant la catastrophe.
La zone de vie, elle-même, avait changé de configuration. Ce qui était autrefois peuplé était désormais désertique, et de nouveaux refuges pour la vie sont apparus dans des endroits inattendus. Ce qui reste remarquable, c'est que ces changements de relief et d'organisation de la surface terrestre ont directement conditionné la phase suivante de la vie sur Terre, préparant les terrains futurs à l'émergence de nouvelles espèces et d'écosystèmes à reconstruire. L'héritage paysager de cette nuit gelée est ainsi inscrit pour toujours dans les cartes géologiques de la planète comme une page blanche sur laquelle l'histoire du vivant a pu recommencer, mais différemment, dans un monde à réinventer entièrement. Toutes ces transformations de la surface terrestre, ces modifications de la topographie, des climats et des reliefs avaient évidemment un impact énorme sur la vie, mais ce sont les océans qui ont été le théâtre des pires catastrophes pour la biodiversité. Ce n'est pas exagéré de dire que la vie marine, à cette période, a connu un véritable cauchemar. Ce qui se passait dans l'eau était même, à de nombreux points de vue, encore plus grave que sur Terre. La glaciation et le refroidissement global, combinés à la pollution par des cendres volcaniques et une acidification des eaux, ont mené à ce que les scientifiques appellent parfois l'hécatombe sous-marine du Permien. D'abord, il faut se rappeler qu'à la fin du Permien, la vaste majorité des formes de vie multicellulaires sur la planète vivaient dans les mers. Les écosystèmes océaniques, foisonnant de récifs, de bancs de poissons, de plancton, de coraux et de mollusques, étaient le cœur de la chaîne alimentaire mondiale. C'est là que la photosynthèse effectuée par le phytoplancton produisait une part essentielle de l'oxygène planétaire, tout en étant la base vivante de la nutrition pour tous les organismes filtrants, petits crustacés et prédateurs marins. Mais dès que la lumière du soleil a commencé à être bloquée par les couches de poussière et les rejets de gaz volcaniques, la première conséquence dramatique a été la perturbation puis l'effondrement du phytoplancton. Moins de lumière, cela voulait dire moins de photosynthèse. Ce simple détail a suffi à affamer la base des chaînes alimentaires marines. Ce bouleversement initial s'est aggravé rapidement car une bonne partie de l'oxygène dissous dans les eaux provenait historiquement de l'activité photosynthétique du plancton. Quand ce dernier disparaît ou ralentit son activité, la quantité d'oxygène dans l'eau s'effondre. C'est ce qui s'est passé dans de larges zones de la planète, donnant naissance à d'immenses régions océaniques mortes, où pratiquement rien ne pouvait survivre sur le long terme. Les biologistes utilisent le terme anoxie pour qualifier ces zones totalement privées d'oxygène. Cette anoxie a d'abord touché les fonds marins, puis s'est étendue vers la surface, affectant d'abord les animaux qui ne savent pas se déplacer rapidement, comme les éponges, les coraux et la plupart des mollusques. La raréfaction de l'oxygène n'était que l'un des volets du désastre. L'acidification des mers, due à l'excès brutal de dioxyde de carbone dissous, a aussi eu un effet foudroyant. Les organismes qui construisent des coquilles ou des squelettes calcaires, par exemple des coraux primitifs, des bivalves, des brachiopodes, des oursins ou même des planctons calcaires, se sont retrouvés en grande difficulté. Le carbone excédentaire réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique qui dissout le calcaire, rendant la fabrication et le maintien des coquilles de plus en plus difficiles. Avec la baisse du pH de l'eau, ces espèces n'avaient plus la possibilité de grandir correctement ni de prospérer. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles les récifs coralliens qui formaient de véritables barrières de vie tout autour des continents ont été presque totalement rayés de la carte pendant la crise permienne. La concentration croissante de métaux lourds et de toxines liées à la reprise de minéraux volcaniques dans l'eau ou à la destruction des écosystèmes côtiers n'a fait qu'aggraver les difficultés globales. Certaines études de fossiles et de couches sédimentaires montrent des traces nettes d'empoisonnement aux métaux ou à des substances habituellement retenues dans les roches. D'un point de vue biologique, de nombreux groupes d'animaux étaient donc fragilisés sur plusieurs fronts à la fois. Manque d'oxygène, eau trop acide, substances toxiques, alimentation diminuée et changement rapide de température. Ce qui s'est déroulé, c'est un effondrement en cascade des chaînes alimentaires marines. Les organismes filtrants, incapables d'affronter l'acidité et la raréfaction du plancton, ont disparu les premiers. Des familles entières d'éponges, de coraux primitifs, de bryozoaires et de brachiopodes ont été décimées. Cela a laissé sans alimentation suffisante toute une série d'animaux, des petits crustacés jusqu'aux poissons primitifs. Quand la base d'un écosystème s'effondre, tout ce qui en dépend est entraîné dans la chute. C'est exactement ce qui s'est passé, mais à une échelle jamais vue. On estime que près de 4,26% des espèces marines ont disparu à cette époque, un chiffre vertigineux. C'est comme si, du jour au lendemain, à l'échelle géologique, l'océan était devenu presque désert, dépourvu de toutes ces formes de vie emblématiques.
Parmi les victimes directes de cette extinction massive, il y a des groupes qui paraissaient pourtant invincibles. Les ammonites, célèbres pour leurs coquilles spiralées, qui dominaient autrefois toutes les mers, se sont effondrés. Les trilobites, qui avaient prospéré pendant plus de 270 millions d'années, ont totalement disparu. Les brachiopodes, habituellement très abondants, n'ont survécu qu'en quelques rares espèces, et les coraux tabulés ou rugueux ont vu la quasi-totalité de leurs représentants disparaître. Même les prédateurs marins, qui dépendent des maillons intermédiaires, ont été fauchés. Requins primitifs, poissons à plaques osseuses, grands arthropodes marins, tous ont subi des pertes irréparables. Cet effondrement du vivant a aussi transformé radicalement les paysages sous-marins. Les récifs qui protégeaient les littoraux ont laissé place à des déserts de vase ou de sable instables, privés de bioconstructeurs, et les fonds marins sont devenus monotones, pauvrement colonisés uniquement par quelques rares survivants capables de tolérer l'absence d'oxygène ou les eaux acides. Certains bancs marins, qui étaient autrefois d'immenses oasis de vie, sont passés à l'état de boue morte, marqués à peine par quelques traces de bactéries ou de micro-organismes résistants. Il faut préciser que le monde marin du Permien n'était pas uniforme. Certaines régions, en particulier autour des anciens continents, présentaient des mers intérieures peu profondes, propices au foisonnement de la vie en temps normal. Or, ces zones sont devenues particulièrement vulnérables à la stagnation de l'eau et à l'anoxie. Moins de mouvement d'eau, donc moins de renouvellement d'oxygène, ce qui a accéléré le processus d'asphyxie. Dans d'autres endroits plus vastes ou en pleine mer, la raréfaction de la lumière et la difficulté d'accès aux nutriments a limité la survie à quelques espèces spécialisées, surtout des micro-organismes tels que certaines bactéries sulfato-réductrices, qui tirent leur énergie de réactions chimiques souterraines. Pour couronner ces conditions déjà extrêmes, l'arrivée massive de matière organique morte, tombant au fond des eaux privées d'oxygène, a alimenté de nouveaux cycles chimiques nocifs, comme la production de gaz toxiques, dont le sulfure d'hydrogène. Ce gaz, dangereux pour la majorité des animaux, pouvait remonter périodiquement à la surface et même s'échapper dans l'atmosphère, ajoutant un nouveau niveau de menace pour les organismes encore en vie. Ce genre d'épisode toxique rendait la colonisation de nouveaux habitats presque impossible, même pour les espèces les plus résistantes. La raréfaction extrême du vivant a fait qu'en très peu de temps, d'un point de vue géologique, la mer du Permien est devenue comme stérile. Les archives fossiles montrent que, de couche en couche, la diversité d'espèces diminue à une vitesse fulgurante, jusqu'à ne laisser que des traces infimes d'organismes opportunistes, souvent de très petite taille, capables uniquement de supporter les conditions extrêmes du moment. Les chaînes alimentaires étaient pratiquement dissoutes, et il n'est pas exagéré de dire que les océans ont traversé l'équivalent géologique d'un hiver de la vie. Une fois cet effondrement consommé, l'équilibre écologique des océans a mis énormément de temps à se reconstituer. Même les survivants immédiats n'avaient plus de partenaires pour chasser, s'accoupler ou se nourrir, ce qui a freiné l'apparition de nouveaux groupes. De nombreux types de plancton ont mis près de 10 millions d'années à reprendre leur réseau, permettant enfin le retour laborieux de la photosynthèse et de la chaîne alimentaire marine. Ce redémarrage très lent est l'une des raisons pour lesquelles la vie marine a mis plus de temps à retrouver de la diversité que la vie terrestre. Le moindre chaînon manquant pouvait bloquer toute une branche de l'évolution. Du point de vue de la géologie, tout ce chamboulement se retrouve dans l'étude des sédiments. Les couches riches en matière organique morte, alternant avec des niveaux épais de vases privés d'oxygène, racontent l'histoire de ce déclin massif. On retrouve parfois les dépouilles fossilisées de millions de petits animaux morts, simultanément, témoins d'épisodes d'asphyxie brutale. Les indices chimiques, comme l'anomalie de certains isotopes, confirment qu'on a bien affaire à une période unique, où la mort a été bien plus rapide et profonde que lors des autres crises majeures de l'histoire de la Terre. Les scientifiques considèrent que la disparition en masse de la faune marine durant la crise permienne a représenté la perte du socle de toute la vie océanique ultérieure. L'effondrement complet des récifs, la dislocation des réseaux trophiques et la disparition des grands fertilisateurs de la mer ont créé un vide colossal, difficile à imaginer. C'est comme si toute la machine naturelle du vivant marin avait été démontée pièce par pièce, sans que rien ne permette une réparation rapide. Du côté de l'évolution, ce grand nettoyage a eu des effets autant destructeurs que créateurs. Une poignée de groupes résistants, trouvant dans leur spécialisation un dernier répit, se sont servis de cette situation désastreuse pour coloniser, beaucoup plus tard, les nouvelles niches créées par la disparition de leurs concurrents. Mais il a fallu attendre très longtemps avant que des coraux, des mollusques, des poissons et des prédateurs marins recommencent à dominer les mers. Il est important de garder à l'esprit que cette extinction marine ne s'est pas produite en quelques années seulement.
Le processus a pu se dérouler sur des dizaines de milliers, à plusieurs centaines de milliers d'années, une durée énorme pour l'évolution mais incroyablement courte pour la dynamique des océans. Les traces de ce cataclysme sont gravées partout dans les strates géologiques et dans la mémoire du vivant, car même après la reprise de la photosynthèse et la baisse des températures extrêmes, la mer n'a pas retrouvé immédiatement la diversité ni la richesse d'avant la crise. Quand on regarde aujourd'hui la répartition des groupes vivants dans la mer, on constate d'ailleurs que nombre d'entre eux sont issus de lignées opportunistes du Permien qui ont survécu à l'extinction de masse. Les poissons osseux, par exemple, qui dominent aujourd'hui les eaux du globe, étaient relativement minoritaires avant la crise, mais leur résistance à des conditions variées leur a permis de prospérer ensuite. À l'inverse, les groupes qui reposaient sur une chaîne alimentaire stable ou des eaux riches en oxygène et en calcaire ont pour la plupart disparu ou sont restés très discrets dans la suite de l'histoire. Au-delà de la disparition des espèces spectaculaires, la crise permienne a bouleversé durablement la façon dont l'océan fonctionne. De nouveaux équilibres chimiques se sont installés, limitant la prolifération de certaines formes de vie et favorisant, sur le long terme, l'apparition de toute une diversité nouvelle après le calme revenu. Mais il faut imaginer des millions d'années où l'océan, presque vide, a fonctionné au ralenti, privé de ses anciennes structures complexes, avant de redevenir le foisonnement de vie que l'on peut observer bien des ères plus tard. Ce recul massif et prolongé de la vie marine constitue sans doute l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire des océans, une sorte de point de rupture à l'après duquel tout a dû être réinventé. C'est grâce à l'étude de ces disparitions et des quelques survivants que les chercheurs d'aujourd'hui peuvent décrypter comment la vie réagit aux conditions extrêmes, comment elle s'adapte ou renonce selon la sévérité du stress. La catastrophe permienne dans les mers reste l'exemple le plus marquant du danger des déséquilibres rapides pour les réseaux naturels et pour la résilience même des océans. La crise des océans n'a fait qu'aggraver la situation pour la vie sur les continents, déjà fragilisés par tous ces bouleversements climatiques et géographiques. Les animaux terrestres, surtout les vertébrés qui régnaient sur la Pangée à la fin du Permien, se sont retrouvés pris au piège dans un monde hostile, métamorphosé en quelques millénaires par la glaciation, la chute des températures et la disparition des plantes. Ce grand bouleversement n'a épargné aucun groupe, des reptiles aux amphibiens, en passant par les créatures géantes ou les formes plus discrètes, mais tout aussi essentielles pour l'écosystème. Le chiffre marquant, c'est que près de 70% des espèces de vertébrés qui arpentaient les continents ont définitivement disparu durant cette période. Cela veut dire que sur 10 familles de vertébrés, seulement 3 ont réussi à traverser cette période de chaos, en laissant derrière elles la majorité de la diversité qui avait mis des millions d'années à s'installer. La majorité de ces pertes ne résultent pas seulement des effets du froid. Les chaînes alimentaires ont été complètement déstabilisées, parce que la disparition de la végétation, très vite accentuée par les incendies de forêt dus aux premiers gaz volcaniques, a laissé les grands herbivores sans nourriture. Or, dans la nature, quand les mangeurs de plantes déclinent, tout le reste de la faune s'effondre avec eux, chacun dépendant directement ou indirectement de leur présence. Dans ce climat dramatique, la Terre n'était plus couverte que de troncs calcinés, de toundras gelées et de vastes espaces arides. Très rapidement, la raréfaction des ressources a transformé de nombreux milieux forestiers en déserts où la survie était quasiment impossible. Les grands insectes, qui bénéficiaient autrefois d'un air plus riche en oxygène et d'une végétation abondante, ont quasiment disparu. Les amphibiens du Permien, déjà très dépendants de l'humidité, se sont retrouvés piégés par la sécheresse, le froid et la pollution des eaux résiduelles. Ces animaux, dont beaucoup avaient évolué dans des marais et des zones mi-aquatiques, ne pouvaient ni migrer ni s'enterrer à assez grande profondeur pour échapper à la crise. On sait, grâce aux fossiles trouvés dans d'anciennes tourbières desséchées, que la majorité d'entre eux a disparu en peu de temps au regard de l'échelle géologique. Pour les reptiles, la période était tout aussi difficile. Même s'ils sont généralement plus résistants à la sécheresse et au froid que les amphibiens, la chute de la température et la perte de l'écosystème forestier signifiaient l'impossibilité de trouver abri et alimentation. Les formes géantes, habituées à consommer d'énormes quantités de plantes pour survivre, ont été les premières à diminuer en nombre, incapables de répondre à leurs besoins dans un environnement appauvri. Les carnivores, eux aussi, ont été entraînés dans la spirale. Ils dépendaient directement du nombre des proies disponibles et, en l'absence d'herbivores assez nombreux pour soutenir leur population, ils ont décliné ou se sont éteints, victimes de la famine. Un autre facteur aggravant était les incendies massifs qui ont ravagé la végétation. Précédemment, la richesse en oxygène rendait les forêts inflammables.
Au tout début de la crise, des étincelles, des explosions volcaniques ou simplement la sécheresse pouvaient déclencher des feux gigantesques, carbonisant des kilomètres carrés de végétation et libérant encore plus de CO2 dans l'air. Ces incendies n'étaient pas seulement destructeurs pour la flore, ils détruisaient aussi les abris, tuaient directement des animaux et laissaient les terres nues extrêmement vulnérables à l'érosion. Cette perte d'habitat a plongé tous les niveaux du vivant dans la précarité, des plus petits invertébrés jusqu'aux mammifères primitifs qui commençaient à apparaître à cette époque. Historiquement, la vie terrestre s'était adaptée à de nombreux types de stress, mais rien ne préparait les espèces du Permien à une telle série de chocs. Le froid extrême, l'assombrissement du ciel à cause des poussières et le changement radical du cycle de l'eau transformaient la physiologie des survivants. Les œufs des reptiles et des amphibiens, sensibles à la sécheresse, ne parvenaient pas à éclore correctement. La croissance des jeunes ralentissait ou s'arrêtait, entraînant une baisse générale des naissances et donc de la population. À l'échelle de quelques générations, cela suffisait à faire péricliter toute une lignée évolutive. Il faut rappeler aussi que les chaînes alimentaires terrestres dépendaient en grande partie des végétaux pour la production de matière. Moins d'herbes, de fougères, de mousses et de plantes à graines, c'était aussi moins d'insectes, et donc moins d'animaux insectivores ou omnivores. L'effet domino touchait alors tous les niveaux. Il n'y avait plus de niches écologiques disponibles pour l'innovation ou l'adaptation rapide. Les fossiles montrent une disparition très nette de groupes entiers d'animaux, dont on ne retrouve la trace que dans les couches sédimentaires les plus anciennes du Permien. Certaines grandes familles d'amphibiens, comme les labyrinthodontes, qui remplissaient autrefois les fleuves et lacs de la Pangée, en sont une preuve frappante. À la sortie de la crise, il n'y avait plus que quelques petites lignées capables de subsister discrètement dans quelques poches d'eau préservées de l'assèchement et de l'acidification. Pareil pour les grands reptiles herbivores comme les pareiasaures. Eux qui dominaient autrefois les plaines ont quasiment tous disparu. Les organismes qui ont mieux résisté étaient souvent de petite taille, capables de creuser ou de s'enterrer, de survivre avec moins d'eau et moins de nourriture ou d'hiberner longtemps. Cela leur donnait une chance supplémentaire face aux longues périodes d'obscurité et de glaciation. Paradoxalement, c'est cette suite de cataclysmes qui a permis à certaines lignées opportunistes de tirer leur épingle du jeu. Les archosaures, ancêtres lointains des crocodiles, des dinosaures et plus tard des oiseaux, étaient notamment des animaux à sang un peu plus chaud, capables de tolérer des variations de température, de manger un peu tout ce qu'ils trouvaient et de coloniser des milieux marginaux. Grâce à cette polyvalence, ils ont réussi à conserver une population assez stable, même si leur diversité a sévèrement chuté, pour profiter de la remontée de la vie une fois la crise terminée. Les preuves géologiques de cette disparition de masse sur les terres sont nombreuses. Dans les sédiments du Permien supérieur et du début du Trias, les chercheurs trouvent un effondrement net du nombre et de la variété des fossiles de vertébrés. On observe dans les roches une discontinuité flagrante de l'abondance des eaux. Des couches riches en restes de faune font place en quelques centimètres à des strates quasiment stériles, signe qu'un événement très soudain et violent a réduit les populations à peau de chagrin. Certaines zones autrefois réputées pour leur richesse regorgent à cette époque surtout de cendres, de restes de charbon et de débris carbonisés, marquant la sévérité des incendies et du manque de vie. La reconstitution des paysages de cette période nous donne une idée de leur rudesse. On peut, en quelque sorte, imaginer de grandes plaines nues, presque sans relief ni végétation, traversées par des vents froids ou coupées de gorges ravinées par l'érosion. Les animaux survivants y menaient une existence cachée, à l'ombre de quelques blocs rocheux sous la surface du sol ou dans des terriers et anfractuosités. On est loin de l'image d'une nature florissante. Les milieux humides, essentiels au cycle biologique des amphibiens et de nombreux invertébrés, avaient quasiment disparu, asséchés ou empoisonnés par la stagnation ou l'acidité de l'eau. Les espèces qui dépendaient d'une reproduction dans l'eau douce étaient condamnées à l'extinction si elles ne pouvaient trouver le moindre ruisseau préservé. Il convient de souligner qu'il existait déjà une certaine diversité dans la faune terrestre avant la crise, avec des petits reptiles et synapsides ayant des stratégies très différentes pour survivre. Quelques-uns d'entre eux avaient des cycles de vie courts, une grande fécondité ou la capacité de s'adapter rapidement à des conditions extrêmes. C'est d'ailleurs cette souplesse qui leur a permis de constituer le vivier des formes de vie qui, plus tard, prendront le dessus au début du Mésozoïque. On pense ici aux premiers proto-mammifères qui survivaient grâce à leur petite taille, leur comportement discret, leur capacité à creuser ou à trouver abri dans la matière organique morte laissée par les incendies.
La pauvreté écologique du Trias inférieur, qui succède à la grande extinction, montre bien le résultat concret de cette catastrophe. Pendant plusieurs millions d'années, les fossiles d'animaux terrestres restent très rares, presque exclusivement concentrés dans de petites zones particulièrement favorables. Cette phase de reconstruction a permis aux survivants, peu nombreux, d'exploiter des niches désertées, d'évoluer sans concurrence et de donner naissance à de nouvelles familles. Lentement, une dynamique évolutive différente s'est mise en place, menant à la domination future des dinosaures et la diversification progressive des ancêtres lointains des mammifères et des oiseaux. En résumé, l'extinction permienne sur Terre n'a pas été une disparition instantanée, mais plutôt l'aboutissement complexe d'un effondrement écologique, raréfaction de la végétation, sécheresse prolongée, refroidissement extrême, incendies dévastateurs, pollution chimique et disparition du réseau aquatique. Tout cela a plongé le vivant dans une crise profonde, dont seules quelques lignées robustes et opportunistes ont pu sortir. Ce n'est qu'après la levée des glaces, la remontée du soleil et un très lent retour de la verdure que la planète a commencé à reconstruire une nouvelle biodiversité en repartant pratiquement de zéro pour la vie sur les continents. Après ce long effondrement de la vie sur Terre et dans les mers, on pourrait croire que l'histoire de la crise permienne se résume surtout à la glaciation et au volcanisme extrême de la Sibérie. Pourtant, creuser dans les détails montre que d'autres phénomènes naturels sont venus s'ajouter à ce cocktail déjà explosif et ont rendu la situation encore plus dramatique. Ce n'étaient pas juste les éruptions volcaniques et la chute des températures qui étaient responsables. Il existait de multiples mécanismes secondaires, souvent invisibles pour les êtres vivants du Permien, mais qui ont tous contribué à l'anéantissement massif du vivant. Les scientifiques, en étudiant en particulier la chimie des sédiments, les fossiles et les isotopes, ont pu reconstituer une série d'effets en cascade qui ont aggravé les conséquences des grands bouleversements déjà mentionnés. L'un des plus marquants est sûrement l'anoxie des océans. Ce mot un peu technique veut simplement dire que, dans de très larges parties de la mer, il n'y avait pratiquement plus d'oxygène dissous. Normalement, la circulation des eaux froides et chaudes, la photosynthèse du plancton à la surface et le brassage naturel suffisent à distribuer de l'oxygène jusqu'au fond marin. Mais avec l'assombrissement du ciel, la diminution du plancton photosynthétique, l'étalement de la glace et la stratification anormale des couches d'eau, cet échange ne se faisait plus. Résultat, les profondeurs marines sont devenues des milieux stagnants, où seul un petit nombre d'êtres vivants pouvaient maintenir le minimum vital. Cette absence d'oxygène a eu des conséquences catastrophiques. Au lieu de décomposer la matière organique morte de façon classique, comme ce qui se passe quand un animal tombe au fond aujourd'hui, cette matière s'est mise à fermenter et à pourrir, produisant de grandes quantités de gaz toxiques. Parmi ces gaz, le plus problématique reste le sulfure d'hydrogène. Il s'agit d'un composé particulièrement nocif qui sent l'œuf pourri et dont la présence en quantité significative peut tuer la plupart des animaux marins et terrestres exposés. Ce gaz n'est pas seulement formé dans les sédiments marins, mais peut aussi s'échapper en masse dans l'atmosphère lors d'événements extrêmes, empoisonnant tout sur son passage. Certaines analyses de roches et de plancton fossiles suggèrent que, pendant la crise permienne, le dégagement de sulfure d'hydrogène a été beaucoup plus fort que dans n'importe quelle autre période connue. En mer, il a accéléré la disparition de la majorité des espèces déjà fragilisées par l'acidification et le manque d'oxygène. Sur Terre, il a pu contribuer à l'extinction de groupes d'animaux qui vivaient à proximité des côtes, exposés à des brumes toxiques ou à la contamination de sources d'eau douce. Un autre mécanisme inquiétant a joué un rôle dans la gravité de la crise, l'explosion de certaines bactéries méthanogènes. Ces micro-organismes, qui vivent dans les milieux dépourvus d'oxygène, produisent du méthane comme déchet métabolique. Le méthane est, comme le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, mais il retient la chaleur dans l'atmosphère sur de courtes périodes de manière beaucoup plus efficace. L'anoxie croissante dans les océans profonds a favorisé la croissance incontrôlée de ces bactéries, aboutissant à des dégagements de méthane titanesques, parfois piégés quelque temps dans les fonds marins, puis relâchés brusquement lors de la remontée de masses d'eau ou d'effondrements thermiques. On estime qu'à cette période, la quantité de méthane émise a été largement suffisante pour renforcer ponctuellement le réchauffement planétaire lorsque l'opacité de l'atmosphère s'est réduite, prolongeant l'instabilité du climat même après la chute des grandes éruptions. Ces phénomènes d'anoxie et de libération de gaz toxiques ou à effet de serre se sont superposés à un autre problème, celui des pluies acides. Lors des très fortes émissions volcaniques de la Sibérie, en plus du dioxyde de carbone, les volcans ont craché d'énormes quantités de dioxyde de soufre et d'autres composés soufrés.
Ces substances, en atteignant l'atmosphère, réagissent avec la vapeur d'eau et donnent de l'acide sulfurique, source des pluies acides. Les conséquences de ces précipitations corrosives sur les forêts, les lacs et les sols ont été désastreuses. Destruction de la végétation, stérilisation des sols, acidification des réserves d'eau douce, corrosion des roches et des coquilles animales, et affaiblissement supplémentaire de toute la chaîne alimentaire terrestre et aquatique. Dans certains gisements fossiles, on retrouve des traces d'érosion chimique très nettes sur les végétaux fossilisés, ou encore des couches d'argile qui témoignent d'une sédimentation rapide due à la disparition brutale du couvert végétal. La succession de tous ces petits drames écologiques n'a fait qu'amplifier la spirale de l'extinction. La disparition du couvert végétal, même dans les refuges de l'équateur, a ouvert la porte à une érosion accélérée des sols. Quand la pluie tombait, elle ne rencontrait plus d'obstacles, emportant sur des kilomètres des nutriments, des graines, des particules minérales, qui s'accumulaient dans les lits des rivières et au fond des mers. Ce lessivage a accentué la stérilisation des milieux et transformé certaines zones jadis fertiles en déserts pierreux ou en tourbières stagnantes et toxiques. Du côté de l'atmosphère, la quantité de poussière restée en suspension a aussi eu son importance. Après les éruptions majeures, de gigantesques nuages de particules fines reflétaient la lumière du Soleil, assombrissant la planète pendant des décennies ou des siècles. Ce phénomène, appelé assombrissement global, limitait encore plus la photosynthèse de ce qu'il restait du plancton ou de la végétation de surface. Maintenant, la Terre dans un état de pénombre même lorsque le ciel se dégageait entre deux crises volcaniques. Il n'était alors plus possible pour l'écosystème de profiter pleinement du retour des beaux jours et du rallumage du cycle solaire normal. La conséquence la plus problématique de cette accumulation d'effets négatifs, c'est que toute la biosphère s'est retrouvée comme écrasée par une série de verrous. Plus rien ne fonctionnait spontanément pour relancer la croissance, l'oxygénation ou l'équilibre de la vie. Les survivants, de plus en plus rares, étaient confrontés à des conditions jamais vues auparavant et sans possibilité d'exploiter les stratégies qui avaient assuré la résilience des générations précédentes de la vie sur Terre. Une autre cause indirecte mais très importante a été la fragmentation des habitats par la disparition des réseaux hydriques et la création de barrières géographiques liées à l'extension de la glace ou à la stérilité des milieux. Alors que le vivant pouvait autrefois se réfugier dans des poches ou migrer à la recherche de conditions plus favorables, la juxtaposition de toutes ces contraintes coupait les populations entre elles et empêchait la dispersion génétique. Cette isolation génétique a réduit la capacité d'adaptation par sélection naturelle, ce qui a condamné à court terme de nombreuses espèces qui, en temps normal, auraient pu se redéployer ailleurs en cas de crise locale. Certaines études récentes proposent même l'effet combiné d'événements extraterrestres mineurs, comme la chute de petits astéroïdes ou une augmentation temporaire de la radioactivité cosmique due à des variations du champ magnétique terrestre. Ces phénomènes sont plus difficiles à prouver de façon formelle, mais il existe dans quelques couches géologiques de la fin du Permien des traces anormales d'iridium, de poussières métalliques ou d'éléments chimiques rares, indices possibles mais non certains de perturbations venues de l'espace. Même si leur impact reste comparativement limité à celui du volcanisme sibérien, ils ont pu jouer un rôle aggravant sur les organismes déjà affaiblis par toutes les autres causes. Il faut aussi remettre en mémoire le fait que la disparition d'immenses quantités de matières organiques vivantes et mortes a affecté le cycle même du carbone planétaire. Avec la stagnation de matières mortes dans les océans et sur les sols, débarrassé de ses recycleurs biologiques traditionnels, le carbone restait piégé ou réinjecté dans l'atmosphère par des voies inhabituelles. Cela a encore compliqué la reprise du cycle carboné, puisque les puits naturels de fixation du CO2 ne fonctionnaient quasiment plus, et que les seuls moyens naturels de recombinaison étaient ralentis 10, 100, voire 1000 fois. La conjugaison de toutes ces causes et phénomènes secondaires fait de l'extinction permienne la crise la plus complexe et la plus meurtrière jamais enregistrée par la biosphère. On ne trouve aucun autre exemple dans l'histoire de la planète où autant de différents déséquilibres se sont ajoutés, renforcés et relayés sur une si longue période. L'interdépendance de chaque élément, atmosphère, végétation, circulation de l'eau, chimie des océans, régulation de la température globale, fécondité des espèces, diversité génétique, explique pourquoi il a été si difficile pour la vie de repartir après la catastrophe. À chaque fois qu'une lueur d'espoir apparaissait, la conjonction de ces facteurs faisait retomber la biosphère dans une inertie profonde, que ce soit sous forme de froid, d'acidification, d'empoisonnement ou tout simplement de famine. Ces autres mécanismes, bien que moins spectaculaires que des rivières de lave ou des paysages
paysage polaire, sont aujourd'hui soigneusement étudiés par les géologues et paléontologues qui cherchent à comprendre la récurrence des extinctions majeures. La nuit où le monde a gelé n'est pas seulement un événement de bouleversement climatique, c'est l'exemple ultime d'un point de rupture où chaque perturbation, grande ou petite, a joué son rôle dans la disparition de la majorité du vivant. La combinaison de l'asphyxie marine, des gaz toxiques, de l'acidification, des pluies acides, du blocage de la photosynthèse, de l'érosion des sols et de l'isolation génétique a fait de cette extinction une période où la nature a été véritablement submergée par sa propre perte de résilience. À la suite de cette série interminable de désastres, il peut sembler impensable que la vie ait pu s'en remettre un jour. Pourtant, la planète n'est jamais restée complètement silencieuse. Après la catastrophe de la fin du Permien, la reprise de la biosphère ressemble plus à un immense puzzle lentement reconstruit qu'à un simple redémarrage. Les toutes premières étapes de cette récupération sont essentiellement dues à des survivants presque invisibles. Quelques espèces de petite taille ou très flexibles qui ont réussi à traverser cette période noire. C'est leur présence ténue, leur capacité à vivre avec très peu de ressources et à tolérer les conditions extrêmes, qui a posé la première pierre de la reconstruction écologique du Trias. Juste après la phase de crise maximale, la Terre était un monde méconnaissable. Les océans étaient pauvres en vie, couverts par endroits de boue sans oxygène et envahis par des bactéries tolérantes à des milieux toxiques. Sur Terre, la végétation avait quasiment disparu. Les forêts étaient parties en fumée ou réduites à des touffes éparses, et la faune se limitait à de petits animaux opportunistes. Pourtant, même dans ces paysages ruinés, certaines espèces se sont montrées exceptionnellement résistantes. Ce sont elles qui ont occupé les premières niches libérées dans les écosystèmes dévastés. Des animaux dits opportunistes, capables de supporter le manque de nourriture, de hiberner ou de s'enterrer longtemps, ont esquissé les premières communautés animales du Trias. Parmi eux, on retrouve par exemple de petits reptiles ou des synapsides, parfois assimilés à des proto-mammifères qui se faufilaient en quête de nourriture. Ces lignées ont échappé à la famine et au froid, soit parce qu'elles avaient des besoins énergétiques modestes, soit parce qu'elles pouvaient différer leur développement jusqu'au retour de jours meilleurs. Ces caractéristiques simples leur ont donné un avantage décisif dans ce monde où la concurrence avait presque disparu. La plus grande partie du vivant, incapable de se relever face à la crise, a laissé la place à ces rescapés discrets. Les plantes pionnières jouent aussi un rôle primordial dans cette reprise. Lorsque les conditions sont suffisamment stables pour permettre la germination, des mousses, des fougères, des prêles et quelques conifères primitifs colonisent les sols nus ou remués par l'érosion. Grâce à leur résistance à la sécheresse et à des sols pauvres, elles amorcent la création de nouveaux habitats. Les premières couvertures végétales, même très pauvres, retiennent l'humidité, participent à la reconstitution d'un humus fragile et finissent par fournir abri ou alimentation à d'autres espèces animales. Ce labeur patient met sur pied les nouveaux réseaux écologiques qui serviront de base à la diversification ultérieure de la vie terrestre. Dans les océans, la reprise a été beaucoup plus lente. La quasi-disparition du plancton photosynthétique pendant la crise a laissé les chaînes alimentaires gravement amputées. Les organismes capables de résister à l'anoxie ou de profiter des zones où l'oxygène revenait peu à peu, comme certains petits crustacés ou quelques groupes d'algues unicellulaires, amorcent prudemment une renaissance. Un événement clé pour la récupération marine, c'est le retour progressif de la photosynthèse planctonique. Ce processus a mis plusieurs millions d'années à redémarrer à grande échelle. L'absence de prédateurs et de concurrence dans ce nouvel environnement pratiquement vide a permis à certains groupes de se multiplier et d'innover sans limitation, ouvrant la voie à l'apparition, bien plus tard, de nouveaux récifs et de nouvelles familles de poissons et d'invertébrés. Une donnée frappante, souvent citée par les chercheurs, concerne la très grande lenteur de la récupération des récifs marins. Les communautés récifales, qui étaient omniprésentes à la fin du Permien, ont presque totalement disparu et ne se sont pas reconstituées avant environ 10 millions d'années après la crise. Ce long délai montre à quel point la stabilité du climat, de la chimie de l'eau et l'absence de perturbations étaient nécessaires pour permettre le retour des constructeurs de récifs. Pendant cette période d'attente, la mer était donc dominée par des formes de vie simples, robustes et très minoritaires par rapport à l'abondance connue auparavant. Sur les continents, la lente récupération s'est traduite par l'émergence progressive de nouveaux groupes qui n'avaient ni la taille ni la force des grands animaux disparus, mais bénéficiaient d'une grande flexibilité. Les paysages redevenaient lentement plus verts grâce à la propagation de plantes rudimentaires.
Les insectes, frappés de plein fouet par la crise, reprenaient doucement leur place dans la chaîne alimentaire, retrouvant des niches écologiques sur des plantes pionnières et à la faveur d'un climat moins instable. Les petits vertébrés généralistes ont accaparé la plupart des territoires, préparant les bases pour un nouvel essor de la vie terrestre. Ce sont souvent les fossiles de ces petits rescapés qu'on retrouve dans les sédiments du début du Trias, témoignant du processus long et complexe de colonisation. Du côté de l'évolution, la libération de toutes ces niches vides s'est traduite par des opportunités inédites. L'absence de compétition permettait à des espèces auparavant marginales de rayonner rapidement en exploitant toutes les variations possibles de leur morphologie ou de leur mode de vie. Les archosaures, animaux précurseurs des dinosaures et des crocodiles, sont ainsi devenus les nouveaux dominants des milieux terrestres. Leur polyvalence alimentaire, leur capacité à occuper autant les milieux aquatiques que terrestres, leur a permis de supplanter d'autres groupes affaiblis ou disparus. Ces succès évolutifs, facilités par la quasi-vacuité écologique, ont ouvert la période suivante, marquée par la montée en puissance des dinosaures et des premiers grands reptiles volants ou marins. La planète a mis bien plus de temps à retrouver son niveau de biodiversité d'avant la crise. Les recherches actuelles suggèrent qu'il a fallu attendre la moitié du Mésozoïque pour que le nombre total d'espèces vivantes et la complexité des écosystèmes rejoignent ou dépassent ceux du Permien. Ce délai immense s'explique par la profondeur de la perte initiale, la disparition de la plus grande partie du plancton, la modification chimique des océans, la chute du couvert végétal, la perte quasi totale des anciens réseaux de pollinisateurs et de recycleurs du sol. Tout cela nécessitait une réinvention complète des stratégies écologiques. Beaucoup de lignées nouvelles sont issues de cette phase de reconstruction. Les dinosaures, qui deviendront bientôt les maîtres de la terre ferme, les reptiles marins, ancêtres des ichthyosaures et des plésiosaures, ainsi que les premiers vrais mammifères, tous apparaissent dans ce contexte d'écosystèmes vides, prêts à accueillir des innovations. La dynamique évolutive s'accélère. Chaque mutation, un minimum avantageuse, permet à ses porteurs de s'étendre rapidement, parfois sur des continents entiers. Le rythme des changements, dicté désormais par la possibilité d'occuper des niches désertées, favorise l'apparition de groupes originaux et la rapidité des diversifications. Ce qui est marquant dans cette récupération, ce n'est pas la rapidité du processus, mais sa stabilité une fois que de nouveaux équilibres sont installés. Après quelques millions d'années d'essais et d'erreurs, certains écosystèmes retrouvent des cycles plus ou moins réguliers. Les forêts se reconstituent dans les zones humides, les plaines deviennent le théâtre d'évolution accélérée d'herbivores et de petits carnivores. Les premiers réseaux complexes de commensalisme, de prédation et de compétition se tissent à nouveau. Enfin, la planète sort lentement d'un état sous-optimal pour entrer dans une nouvelle phase d'équilibre dynamique. Plusieurs facteurs ont aidé la biosphère à remonter la pente. D'abord, la stabilisation du climat, moins de volcanisme massif, moins de variations extrêmes de température et moins de perturbations atmosphériques majeures ont permis aux cycles saisonniers de reprendre un déroulement plus régulier. Ensuite, la reconstitution très progressive du cycle du carbone via la multiplication des organismes photosynthétiques dans les océans et la réinstallation d'une végétation terrestre a ramené lentement l'atmosphère vers des conditions plus favorables à la vie. Enfin, le rôle crucial du hasard évolutif, avec ses mutations ponctuelles qui donnaient parfois naissance à des espèces exceptionnellement adaptées, a été décisif pour faire rejaillir la diversité à partir de très peu de lignées survivantes. Il est fascinant d'observer, dans les couches fossiles du Trias, cette alternance de périodes creuses, puis de poussées fulgurantes d'innovation. Certains groupes expérimentent de nouvelles façons de respirer, de se mouvoir ou de se nourrir. D'autres remettent sur pied des stratégies abandonnées pendant le Permien. Grâce à l'absence de régulation par la compétition ou la prédation, de véritables expériences en grandeur nature se développent, posant la base de tous les grands groupes maigres du Mésozoïque. L'apparition de nouvelles formes d'écailles, de membres, de becs ou d'organes internes, la réinvention de nouveaux circuits reproductifs, tout cela témoigne de l'extraordinaire plasticité du vivant et du potentiel de la vie à s'auto-réparer. Pour ce long redémarrage, le rôle de quelques petits animaux a été capital. Quand un écosystème est brisé, ce sont les organismes à la fois robustes et adaptables qui colonisent le terrain. Ils remettent en marche les cycles de la matière, initient les chaînes alimentaires et fournissent à terme un appui pour les prédateurs et herbivores de plus grande taille. Ce principe s'est vérifié après la crise permienne. Les petits reptiles omnivores, les premiers insectes généralistes et même des microbes recycleurs ont fait gagner plusieurs millions d'années au rétablissement des écosystèmes terrestres et marins.
il faut souligner que la récupération s'est passée par vagues selon les régions et les types d'environnement. Certains bassins, géographiquement isolés, sont restés pauvres en diversité plus longtemps que d'autres. Les milieux aquatiques, en particulier ceux installés sur d'anciens fonds anoxiques, ont mis parfois le double du temps des zones continentales à retrouver des communautés stables. Au contraire, les terres émergées proches de l'équateur, bénéficiant d'un climat plus clément et d'un retour précoce de la végétation, ont servi de point de départ à la recolonisation progressive du reste du globe. C'est d'ailleurs là toute la force de l'évolution après une crise, le hasard des événements, l'apparition de nouvelles combinaisons génétiques, la division et la dispersion des populations font émerger des lignées étonnamment inventives. Tandis que la planète est encore loin de la diversité du Permien, elle est devenue le terrain d'essai pour toutes sortes d'adaptations qui vont s'affiner au cours des millions d'années qui suivent. Les traces géologiques permettent d'observer concrètement la marche lente de la vie vers la complexité. Chaque strate du Trias dévoile une étape du retour de la diversité. Chaque fossile rare d'animal ou de plante indique le rétablissement progressif des cycles écologiques. Dans l'ensemble, la récupération des écosystèmes après la grande extinction permienne a nécessité une patience à l'échelle planétaire. Plus de 10 millions d'années se sont écoulées avant qu'un équilibre minimement diversifié reprenne place. Encore plus longtemps si on analyse la complexité des chaînes alimentaires, des réseaux de pollinisateurs, des cycles symbiotiques. Ce long rebond de la vie reste l'un des exemples les plus frappants des capacités d'adaptation du vivant face à une série de chocs extrêmes. La planète, loin de rester stérile, a utilisé l'opportunisme de ses rares survivants pour tester, explorer et finalement reconquérir chaque recoin du plancher océanique aux forêts naissantes, en passant par les plaines, les rivières et les futurs récifs qui marqueront tout le Mésozoïque. Comprendre ce qui s'est réellement passé à la fin du Permien ne serait pas possible sans toutes les preuves que la Terre a gardées en mémoire. Dès qu'on observe les strates de cette période dans différents coins du globe, on tombe sur des indices impressionnants qui permettent de reconstituer l'histoire de la plus grande extinction connue. Ce sont ces traces, matériaux et fossiles étudiés avec patience par les géologues et les paléontologues qui offrent un récit concret de la catastrophe, beaucoup plus fiable qu'une simple spéculation sur des modèles climatiques ou des scénarios théoriques. Grâce à ces indices, on comprend comment chaque morceau du puzzle s'emboîte pour dresser un tableau cohérent du passé. Une des signatures les plus frappantes de cette crise, ce sont les couches noires et riches en matière organique que l'on retrouve sur tous les continents et même dans les profondeurs marines. Ces couches sédimentaires montrent que, pendant une longue période, l'oxygène a tellement manqué dans l'eau et sur Terre que les débris et les organismes morts n'étaient plus entièrement décomposés. À cause du manque d'oxygène et de l'anoxie presque généralisée, la décomposition biologique s'arrêtait vite et ce qui restait allait s'accumuler, formant ces strates sombres. Les scientifiques y trouvent des morceaux de bois fossilisés, du plancton mort, des bitumes naturels, mais aussi des squelettes presque intacts de poissons ou d'animaux marins ayant péri en masse. C'est une preuve directe de cette interruption du cycle de la vie. La mer, au lieu de recycler la matière, en est restée saturée, créant ce que l'on appelle parfois des mers noires fossiles. Quand on explore les anciens sols du Permien supérieur, d'autres indices montrent le bouleversement soudain. Des niveaux de cendres volcaniques épaisses, venues des trappes de Sibérie, sont piégés entre des couches plus anciennes. Parfois, les techniciens trouvent de grandes plaques de cendres blanches ou grises qui s'étendent sur des kilomètres entiers. Ces dépôts témoignent d'éruptions gigantesques et successives, avec des apports volcaniques si importants qu'on a l'équivalent de toutes les éruptions historiques modernes réunies, et même bien plus. En Sibérie, là où ces trappes ont laissé leur marque, on observe d'innombrables couches de lave refroidies empilées, avec une succession de minéraux spécifiques liés au basalte. Le basalte est une roche volcanique très sombre, et ses formations peuvent atteindre jusqu'à 5 km d'épaisseur, recouvrant une surface équivalente à plusieurs pays européens réunis. Dans d'autres parties du monde, comme en Chine ou en Afrique du Sud, les paléontologues découvrent dans des couches âgées de 252 millions d'années une rupture nette de la diversité fossile. Les restes d'animaux et de plantes, extrêmement variés dans les couches plus anciennes, laissent soudain place à des niveaux presque vides, où seuls subsistent quelques rares fossiles de survivants. C'est ce que les spécialistes appellent un gap, ou une discontinuité fossile. Le passage entre les niveaux du Permien et ceux du début du Trias est marqué par cette coupure brutale. On peut presque pointer du doigt, dans la roche, l'instant où la planète est passée d'une abondance à un quasi-vide biologique.
L'analyse des isotopes du carbone et de l'oxygène prélevés dans les fossiles ou directement dans les couches sédimentaires a permis d'aller encore plus loin dans l'étude de la crise. Les scientifiques examinent le rapport entre les différents types d'atomes de carbone, dits isotopes. En période de bouleversement, la proportion de carbone 13, par exemple, chute brutalement, ce qui indique une reconfiguration globale du cycle du carbone provoquée par des morts massives de végétaux et d'animaux. Ce genre de variation extrême ne se retrouve pratiquement que lors de grandes extinctions. En analysant la composition des squelettes ou des coquilles fossiles, on mesure aussi la baisse d'oxygène dissous dans l'eau, prouvant qu'à cette époque, les océans étaient étouffés par l'anoxie. C'est une technique de pointe, parfois compliquée à interpréter, mais qui a changé la façon dont on lit les archives fossiles. Parmi les autres indices marquants retrouvés dans les roches, les chercheurs détectent aussi des traces de pluies acides ayant marqué les forêts. Ce phénomène se devine notamment grâce à la présence de certains minéraux, comme le gypse, et grâce à l'érosion prononcée observée à la surface des feuilles et du bois préservés dans les sédiments. On y voit les stigmates de l'acidité élevée de l'atmosphère, conséquence de la libération de dioxyde de soufre pendant les éruptions. Par endroits, la composition minérale des sols témoigne d'une altération chimique rapide. La présence abondante d'argile et même de certains éléments comme l'aluminium signale un lessivage brutal des paysages végétalisés, conduisant à une dégradation rapide du milieu. Dans des zones connues pour leurs gisements d'ambre et de plantes fossiles, comme dans le bassin du Paraná au Brésil ou en Europe de l'Est, les restes d'arbres calcinés indiquent l'ampleur des incendies. Les scientifiques peuvent observer une couche noire de charbon directement surmontée de poussière volcanique, un enchaînement qui laisse peu de doute sur la succession rapide entre pollution volcanique, brûlis de forêts et érosion. Ces archives sont précieuses pour reconstituer la chronologie des événements, mais aussi pour comprendre à quelle vitesse le vivant a réagi à chaque soubresaut. Côté animaux, les fossiles nous livrent aussi un récit saisissant. Par exemple, en Afrique du Sud, dans le bassin du Karoo, on observe une immense variété de reptiles et de synapsides avant la crise, suivie d'un effondrement soudain dans le nombre et la diversité des formes fossiles. Dans le même temps, les fossiles retrouvés en Russie et en Chine montrent un appauvrissement identique. La taille des animaux, la finesse des os, la fréquence des découvertes chutent de manière spectaculaire au passage de la période Permien-Trias. De toute évidence, une extinction mondiale, rapide, stricte, a laissé la Terre avec seulement quelques groupes capables de survivre à des conditions extrêmes. Les scientifiques se servent aussi des microfossiles pour confirmer l'étendue de la crise. Les conodontes, tout petits animaux marins dont on retrouve les dents fossiles, servaient à reconstituer la température de l'eau et l'acidité des océans grâce à leur composition chimique. En étudiant ces microfossiles couche par couche, on découvre des anomalies bien nettes, des ruptures chimiques en pleine zone d'extinction, ce qui correspond aux phases de réchauffement ou d'acidification extrême. De même, le plancton calcaire, qui prospérait en masse avant la nuit du Permien, disparaît presque complètement dans les sédiments de cette époque, renforçant l'image d'une mer stérile et bouleversée. Il n'y a pas que les fossiles ou la chimie, de nombreuses archives minérales complètent ce portrait. L'apparition en surface de dépôts appelés pyrites, notamment dans des sédiments marins, prouve qu'il régnait une anoxie totale sur de vastes surfaces. Cet environnement particulier ne peut se former qu'en absence d'oxygène et avec la présence de bactéries spécialisées. Trouver de telles couches sur plusieurs continents, souvent à la même profondeur dans les strates géologiques, c'est comme trouver une signature globale d'un immense bouleversement du cycle de la vie. Parfois, les scientifiques trouvent même des traces de gaz fossiles, piégées dans d'anciennes bulles ou des microcavités de roches volcaniques. L'analyse de ces bulles montre une composition de l'air radicalement différente, avec des pics de dioxyde de carbone et de méthane rarement atteints dans l'histoire de la Terre. Ce sont ces analyses qui appuient l'idée que les phénomènes atmosphériques et chimiques, non seulement locaux mais véritablement planétaires, ont joué un rôle central dans la nuit glacée du monde permien. L'étude des isotopes du soufre, du carbone, de l'oxygène et même du strontium permet d'affiner la chronologie des événements. Dans certains cas, il est possible de dater quasiment aux milliers d'années près des réorganisations atmosphériques ou océaniques majeures. Baisse d'oxygène, changement de température, remontée soudaine de gaz toxiques, tout ça laisse une trace dans la chimie des roches et des fossiles. La précision des analyses modernes permet, par exemple, de chronométrer la durée de chaque étape de la crise ou la rapidité de tel ou tel déclin biologique. Les chercheurs s'appuient également sur la cartographie mondiale des traces de la crise.
N'importe quel bassin sédimentaire vieux de 252 millions d'années, dès qu'il contient une coupure fossile ou chimique, peut être comparé à ceux d'autres continents. Ce travail collectif et mondial a permis d'assurer que l'extinction permienne n'était pas qu'un événement local ou régional, mais bel et bien une extinction à l'échelle du globe. Ce point est essentiel pour établir la sévérité du phénomène, surtout en comparaison avec d'autres extinctions, parfois moins visibles et plus ponctuelles. Un autre outil de reconstitution du drame, ce sont les empreintes fossiles, pistes d'animaux, traces de racines ou fragments d'organismes partiellement conservés. Dans certaines régions, on observe la disparition soudaine de tout type de traces fossiles complexes, laissant place à des sédiments appauvris, cristallisant comme une page blanche entre deux mondes. Ces couches presque vides montrent la rapidité de la coupure biologique et l'ampleur du désert écologique imposé par la catastrophe. Ce qu'il y a de troublant dans cette enquête à travers les indices géologiques et fossiles, c'est leur cohérence. Où que l'on cherche dans le monde, on retrouve les mêmes signaux. Un pic de cendres volcaniques, une couche noire organique, une chute de diversité, une anomalie chimique, une empreinte d'acidité ou d'anoxie. Aucun océan, aucun continent n'a été vraiment épargné. Et l'ampleur de la crise permienne s'observe dans cette uniformité planétaire des archives laissées dans la pierre. Tout ceci permet aux paléontologues et aux naturalistes de dresser une chronologie plus précise que jamais. On peut suivre la crise presque année après année dans certains endroits, voir l'arrivée des cendres, puis l'installation de l'anoxie, le temps que la diversité chute, et enfin la lente apparition des premiers organismes du Trias. Les preuves réunies dans les roches, dans la chimie fossile et dans les squelettes disparus forment la base solide de notre compréhension de cette période. C'est grâce à ces observations concrètes, collectées génération après génération, qu'on connaît aujourd'hui la réalité de la catastrophe de la nuit où le monde a gelé. Toutes ces preuves, rassemblées depuis des décennies par des chercheurs du monde entier, font plus qu'alimenter notre curiosité sur le passé de la Terre. Elles servent aussi d'alerte et de guide pour mieux comprendre ce qui pourrait arriver à notre planète aujourd'hui et dans les siècles à venir. Quand on plonge dans l'histoire de la nuit où le monde a gelé, ce n'est pas uniquement pour raconter les catastrophes d'autrefois, mais parce que cette extinction massivement violente est restée gravée dans le sol et qu'elle résonne avec les enjeux écologiques, climatiques et géologiques que l'on affronte en ce début de XXIe siècle. Ce qui frappe déjà le plus, c'est le rôle déterminant des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, dans le bouleversement du climat global. À la fin du Permien, la libération de quantités énormes de CO2 a transformé à la fois la température, la chimie de l'atmosphère et les cycles naturels des océans. Ce sont les mêmes gaz, à des niveaux plus modestes aujourd'hui, qui préoccupent la société contemporaine avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée du niveau des mers et la perturbation des cycles biologiques. Même si l'ampleur est différente, la Terre actuelle nous rappelle par sa fragilité que des équilibres anciens peuvent basculer très vite. L'étude des roches du Permien et des événements qui y sont liés sert donc de référence concrète pour comprendre pourquoi les équilibres climatiques peuvent être si sensibles à une rupture soudaine. Les bulles d'air piégées dans les anciens lacs de lave sibériens, l'épaisseur des cendres et la variation des isotopes dans les sédiments révèlent, mieux que tous les discours, à quel point le climat de la Terre dépend d'un enchevêtrement de facteurs minces et parfois imprévisibles. Quand on observe les couches de cendres ou les strates noires riches en matière organique, on apprend que priver la planète d'oxygène, acidifier les océans ou briser la chaîne alimentaire ne prend parfois qu'1 ou 2 siècles à l'échelle géologique. C'est crûment rapide, et c'est bien ce qui met en garde contre une répétition, même modérée, de tels enchaînements. Le cas du Permien montre aussi l'importance majeure des écosystèmes dans la stabilité de la vie et du climat. Durant des millions d'années, la végétation, le plancton et les animaux ont maintenu une circulation naturelle du carbone, de l'oxygène et de l'eau. Quand cette mécanique s'interrompt, comme ce fut le cas à cause de l'acidification et de la déforestation, plus rien ne retient les changements brusques. Les boucles de rétroaction négative, c'est-à-dire les garde-fous naturels qui étaient censés tempérer les excès, saturent ou se renverse. La vie moderne dépend des mêmes processus. On sait que la destruction des forêts, la surpêche, la perte de la biodiversité ou la pollution généralisée mettent en péril ces cycles qu'on croyait éternels. Il serait faux de croire que les volcans géants sont les seuls à pouvoir modifier le climat global en quelques milliers d'années. Les extinctions du passé prouvent que le climat et le vivant sont intimement imbriqués.
Dès lors qu'un déséquilibre rompt les fondamentaux, l'effet papillon devient incontrôlable. Depuis 2 siècles, l'humanité a commencé à influer sur le cycle du carbone à une échelle qui, même si elle reste inférieure à celle du Permien, s'accélère très rapidement. Les émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, la destruction des forêts, l'émission de méthane par l'agriculture et de multiples autres activités mettent la planète sous pression, un peu comme si de nouveaux traps s'allumaient de façon diffuse sur chaque continent. La crise permienne enseigne aussi la fragilité et la lenteur de la récupération de la biodiversité après un effondrement planétaire. Même si quelques survivants subsistent, recréer des écosystèmes complexes peut prendre entre 10 et 50 millions d'années. Ce n'est pas une échelle compatible avec nos sociétés ou le temps d'une civilisation. Une fois que les réseaux alimentaires, forestiers ou marins s'effondrent, le retour à la normale n'est pas garanti. La planète doit improviser de nouvelles espèces, reconstruire les chaînes perdues et tourner longtemps au ralenti avec une vie appauvrie. Ce point est essentiel aujourd'hui, car la 6e extinction de masse liée aux activités humaines est déjà en marche selon bon nombre de scientifiques. Disparition d'espèces, création de déserts biologiques, simplification des réseaux naturels, tout cela ramène à plus petite échelle le déroulement du Permien dans notre actualité. On peut aussi retenir de cette histoire le rôle clé du hasard et des facteurs multiples, parfois mineurs, dans le déclenchement d'une crise globale. Dans le cas du Permien, l'union de la géologie, du climat et de la biologie a multiplié les effets. L'anoxie, les pluies acides, les gaz toxiques, la baisse de la photosynthèse, les incendies, la disparition des forêts. Ce n'est jamais un seul facteur qui fait basculer la planète, mais tout un ensemble de petites et grandes perturbations qui se renforcent mutuellement. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur la vie ne sont pas seulement climatiques, mais aussi démographiques, chimiques, biologiques, agricoles ou même géopolitiques. La complexité de la crise permienne rappelle qu'on ne peut pas anticiper tous les effets de domino lorsque les limites sont franchies. La connaissance approfondie de cette extinction a aussi permis d'améliorer les modèles de prévision climatique. En intégrant les données fossiles, la chimie ancienne de l'atmosphère, la rapidité des changements, les chercheurs adaptent maintenant leurs simulations à des réalités plus complexes, tenant compte de seuils critiques qui, autrefois, auraient été considérés comme inatteignables. L'analyse du Permien a montré que la Terre pouvait basculer brutalement d'un état à un autre, par exemple d'un monde chaud à une planète gelée, simplement parce que certains cycles naturels sortent de leur cadre. Ces idées servent aujourd'hui à estimer les risques accélérés dans le contexte du changement climatique induit par l'homme. Grâce à tout ce que l'on a appris en étudiant cette nuit glaciale de la planète, le rôle de la conservation de la biodiversité est mieux compris et mieux défendu. La présence de nombreuses espèces dans un écosystème n'est pas juste un luxe ou un détail esthétique, mais un filet de sécurité qui augmente la résilience globale face au dérèglement. La disparition d'un nombre trop élevé de maillons rend l'ensemble beaucoup plus vulnérable à la moindre crise supplémentaire. Aujourd'hui, la science insiste sur la nécessité de protéger la diversité, de maintenir des habitats connectés, d'éviter les pollutions massives et de laisser suffisamment d'espace naturel pour que la vie continue à jouer son rôle de tampon. Par ailleurs, la crise permienne a souligné combien les océans sont essentiels dans la régulation de l'état général du climat. L'anoxie marine, la disparition du plancton, l'acidification ou la surproduction de gaz toxiques, tout cela démontre que ce qui gêne la vie marine finit tôt ou tard par bouleverser aussi la vie terrestre. Il y a 252 millions d'années, beaucoup d'espèces terrestres ont disparu car la chaîne alimentaire océanique s'est effondrée. Aujourd'hui, la surexploitation des mers, la destruction des récifs coralliens, l'acidité grandissante et la montée des températures de surface rappellent la sensibilité et l'importance des écosystèmes marins. Ce que l'extinction du Permien autorise chaque lecteur ou spectateur à retenir, ce n'est pas une peur ou un fatalisme, mais une conscience aiguë de la rapidité avec laquelle la situation mondiale peut changer si les équilibres sont rompus par une accumulation de tensions. En l'occurrence, l'effondrement de la Grande Mort a prouvé qu'aucun système n'est éternellement stable, que tous les cycles sont interdépendants et que même une planète aussi grande que la Terre peut sombrer dans une crise d'où il faudra des millions d'années pour sortir. Enfin, la crise du Permien rappelle de façon frappante l'importance de l'observation, de la science, de l'investissement dans la compréhension de notre environnement planétaire. Toutes les données amassées pendant plus d'un siècle sur les strates, les fossiles, la géochimie ont permis de remonter le temps et de mettre en
en garde contre les risques d'un climat déréglé. La recherche sur le Permien fournit encore aujourd'hui des outils pour améliorer la gestion du carbone, l'étude des sols, la compréhension des réseaux biologiques ou l'anticipation des nouveaux risques. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le passé d'une Terre morte, mais bien celui d'une planète qui a failli tout perdre et a su, dans la douleur et lentement, tout recommencer. Les extinctions anciennes constituent donc pour chacun une chance d'apprendre à lire dans les signaux du présent les germes d'un basculement ou d'une renaissance. Le souvenir de la nuit où le monde a gelé continue ainsi non seulement à alimenter la curiosité scientifique, mais à rappeler que, pour éviter des crises globales, il est vital de préserver les équilibres climatiques et la biodiversité partout sur la planète.